Une jeune mendiante en larmes tend 2 bébés dans les bras d'un milliardaire et dit « S'il vous plaît, gardez-les. Je ne supporte plus de voir mon petit frère mourir de faim. » En entendant cela, le milliardaire pleure et fait quelque chose qui changera leurs 3 vies à jamais. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Nathan Cole ajusta sa cravate en soie italienne devant le miroir. Parfait, comme toujours. Le reflet montrait un homme de 48 ans, impeccablement vêtu, les tempes grisonnantes, un costume sur mesure, une posture impeccable, tout exactement comme il se devait. « Monsieur Cole, la voiture attend », annonça la voix dans l'interphone. Nathan ne répondit pas. Il se contenta de prendre la mallette en cuir sur le lit king size et jeta un dernier regard à la chambre. Le penthouse de Manhattan scintillait sous la lumière matinale qui filtrait par les baies vitrées. La vue seule valait des millions. Littéralement, comme tout ce que possédait Nathan Cole. « Je descends dans 1 minute », répondit-il enfin. Dans le salon minimaliste, ses pas résonnaient sur le marbre importé. Sa vie était ainsi maintenant. De grands espaces vides où l'écho de ses propres pas était sa seule compagnie constante. Le téléphone sonna. C'était Karen, son assistante, avec l'emploi du temps du jour. Réunion à 9 h avec les investisseurs japonais. Déjeuner avec le maire à midi. Conférence téléphonique avec Zurich à 15 h. Nathan écoutait, mais son esprit vagabondait. Une autre journée pareille à toutes les autres. Contrats commerciaux, des millions changeant de main, puis retour à l'appartement vide, commander à dîner, travailler encore un peu, peut-être boire un whisky en regardant les informations financières, dormir, recommencer. Et n'oubliez pas le dîner de charité à 20 h, conclut Karen. Annulez le dîner, dit-il soudainement. Mais monsieur Cole, vous aviez confirmé votre présence il y a des semaines. La presse sera là et dites-leur que je suis malade ou en voyage, peu importe. Silence à l'autre bout du fil. Après des années à travailler pour lui, Karen savait quand ne pas insister. Comme vous voudrez, monsieur. Nathan raccrocha et s'arrêta au milieu de la pièce. Que faisait-il? Le dîner était important. Son absence serait remarquée. Cela générerait des commérages. Cela pourrait affecter les affaires. Pourquoi annuler? Parce qu'il était fatigué? Fatigué des faux sourires, des conversations vides, des gens qui ne voulaient que quelque chose de lui. Il se dirigea vers le bar et se versa un verre de whisky. Il était 8 h du matin. Il ne buvait jamais si tôt. C'était l'une des nombreuses règles qu'il s'imposait. Des règles qui avaient bâti son empire, des règles qu'il suivait religieusement. Les glaçons tintèrent dans le verre. Nathan fixa le liquide ambré, puis le reposa, intact, sur le comptoir. Non, même cela ne le tentait plus. Il se rendit à son bureau, son sanctuaire. Là, au milieu des écrans affichant graphiques et rapports, il se sentait en contrôle. C'était là qu'il passait le plus clair de son temps quand il était chez lui. Le travail était la seule chose qui avait encore un sens. Il ouvrit une armoire pour prendre des documents, et c'est alors que cela arriva. Une enveloppe en équilibre sur un dossier tomba, éparpillant son contenu sur le sol. Nathan s'agenouilla pour ramasser les papiers et se figea. Une vieille photo. Dylan, à 6 ans, souriant, 2 dents de devant en moins, tenant un trophée de baseball. Nathan à côté de lui, un bras sur la petite épaule du garçon, tous deux heureux sous le soleil d'un dimanche quelconque. Ses doigts tremblèrent en touchant l'image, comme si c'était quelque chose de fragile et de précieux, ce qu'elle était réellement. Nathan serra la photo contre sa poitrine un instant, fermant les yeux. Le poids de ce petit bout de papier semblait plus lourd que tout ce qu'il avait jamais porté. Il se souvint du jour du premier match de baseball de Dylan. Le garçon avait frappé la balle et couru aussi vite que ses petites jambes le permettaient. Ce n'était pas un coup de circuit. Il atteignit à peine la première base, mais le sourire sur son visage quand il regarda vers les gradins, cherchant son père. Nathan déglutit difficilement. Combien de matchs avait-il manqué après celui-là? Combien de spectacles scolaires, d'anniversaires, de moments qui ne reviendraient jamais? C'est juste temporaire, chérie, disait-il à Lorraine. Une fois que nous serons financièrement stables, j'aurai plus de temps. Mais ce temps n'arriva jamais. Assez n'était jamais assez. Il y avait toujours une autre acquisition, une autre expansion, un autre marché à conquérir. Nathan remit la photo dans l'enveloppe et la plaça dans le tiroir du bureau. Son regard tomba sur le téléphone. Combien d'années depuis qu'il avait parlé à Dylan? 5? 6? Son fils devait avoir plus de 20 ans maintenant. Un adulte qui avait grandi sans son père. Nathan prit le téléphone, le fixa longuement, puis le reposa.
Que dirait-il après tout ce temps? Désolé de ne pas avoir été là. Désolé d'avoir choisi le travail. Des mots vides, maintenant. L'interphone sonna de nouveau. Monsieur Cole, le chauffeur s'inquiète pour l'heure de la réunion. Nathan jeta un coup d'œil à l'horloge. Il était déjà en retard. Les investisseurs japonais détestaient les retards. L'accord valait des milliards. Je descends, répondit-il automatiquement. Il attrapa sa mallette, ajusta de nouveau sa cravate et se dirigea vers la porte. Il s'arrêta, la main sur la poignée, regardant derrière lui l'appartement luxueux et vide. Pendant une seconde, une pensée étrange le frappa. Tout ce succès, tout cet argent, le pouvoir, le respect. Cela en avait-il valu la peine? La pensée disparut aussi vite qu'elle était venue. Nathan Cole était un homme qui avait réussi, l'un des plus riches et des plus puissants du pays. Bien sûr que cela en avait valu la peine. Il le fallait. Il ferma la porte derrière lui et se dirigea vers l'ascenseur. Dans le miroir de l'ascenseur, il ajusta une fois de plus sa cravate parfaite, redressa les épaules et arbora sa meilleure expression de confiance. Que pouvait-il faire d'autre? Après tout, c'était sa vie maintenant. Mais tandis que l'ascenseur descendait, l'image de cette photo et le sentiment de vide dans sa poitrine demeuraient, comme une question sans réponse, comme une douleur sans nom. La réunion avec les investisseurs japonais fut un désastre. Pour la première fois de sa carrière, Nathan Cole ne parvenait pas à se concentrer. L'image de la vieille photo de Dylan envahissait ses pensées au milieu de déclarations cruciales. Il trébucha pendant la présentation, mélangea les chiffres, appela le chef de la délégation par le mauvais nom. Karen l'observait de l'autre côté de la table avec une inquiétude croissante. Nathan Cole ne faisait jamais d'erreur, ne perdait jamais sa concentration. Quelque chose n'allait vraiment pas. Je m'excuse, je ne me sens pas bien aujourd'hui, dit-il finalement, interrompant sa propre explication sur les projections de croissance pour le prochain trimestre. Le chef des investisseurs, M. Tanaka, hocha la tête poliment, bien que froidement. Peut-être vaut-il mieux que nous reportions à un autre jour, M. Cole. Ce n'était pas une suggestion. C'était une réprimande polie. Nathan savait qu'il venait de compromettre un accord de plusieurs milliards de dollars. Certainement. Karen vous contactera pour fixer une nouvelle date. Poignée de main formelle, sourire forcé. La salle de réunion se vida rapidement. Que se passe-t-il? Demanda Karen une fois qu'ils furent seuls. Êtes-vous malade? Dois-je appeler un médecin? Nathan se frotta les tempes. Non, j'ai juste besoin d'air. Annulez mes rendez-vous pour le reste de la journée. Tous? Même la conférence avec Zurich? Tous, confirma-t-il en attrapant son manteau. Karen fronça les sourcils. En 10 ans de travail pour Nathan Cole, elle ne l'avait jamais vu annuler une journée entière d'engagement. Je rentre à pied, annonça-t-il en se dirigeant vers la porte. Il pleut, avertit Karen. Et c'est à près de 20 pâtés de maison. Nathan ne répondit pas. La porte de l'ascenseur se referma derrière lui. Dehors, la pluie tombait en fines cordes régulières, trempant rapidement son costume italien. Nathan s'en fichait. Le froid pénétrant et l'humidité étaient presque bienvenus. Quelque chose de réel, quelque chose qu'il pouvait sentir. Il marcha sans but, laissant ses pieds le guider. Au lieu de se diriger vers son appartement, il partit dans la direction opposée, vers un quartier de la ville qu'il visitait rarement. Les bâtiments brillants d'acier et de verre laissèrent place à des constructions plus anciennes et moins imposantes. Les gens sur les trottoirs ne portaient plus de costumes chers, mais des vêtements simples de tous les jours. La pluie se calma en une légère bruine. Nathan s'arrêta à un coin de rue, soudain désorienté. Il réalisa qu'il se trouvait dans un quartier résidentiel de classe moyenne, avec de petits magasins, une boulangerie, une laverie automatique, une supérette, des endroits ordinaires pour des gens ordinaires. Son estomac gargouilla. Il n'avait pas mangé de la journée. Il repéra un petit restaurant de l'autre côté de la rue et traversa. L'intérieur était simple mais propre. L'arôme du café frais et de la nourriture faite maison emplissait l'air. Une femme d'âge moyen derrière le comptoir sourit en le voyant entrer. « Qu'est-ce que ce sera, ma belle ?» Nathan hésita, peu habitué à une telle informalité. Ses restaurants habituels avaient des étoiles Michelin, des maîtres d'hôtel qu'il appelait Monsieur Cole et des sommeliers qui connaissaient ses préférences en matière de vin. Un café et un sandwich au jambon, s'il vous plaît. Ça arrive tout de suite. Asseyez-vous où vous voulez. Nathan choisit une table au fond et regarda par la fenêtre. De l'autre côté de la rue se trouvait un petit parc. Malgré la bruine,
Quelques enfants jouaient sur les balançoires tandis que des mamans et des babysitters discutaient sur des bancs voisins. La serveuse apporta sa commande. Le café était brûlant et fort, servi dans une tasse ordinaire. Le sandwich était simple, pain, jambon, fromage, laitue. Pas de pain artisanal ni de jambon importé. Nathan prit une bouchée et fut surpris. C'était bon. Vraiment bon. Il mangea lentement, observant la vie ordinaire se dérouler de l'autre côté de la vitre. Des gens ordinaires avec des problèmes ordinaires, vivant des vies ordinaires, quelque chose qu'il n'avait pas eu depuis si longtemps. Après avoir fini, Nathan laissa un billet de 20 $ sur la table, plus de 3 fois le coût du repas, et partit. La pluie avait complètement cessé maintenant, laissant l'air propre et frais. Il décida de traverser le petit parc en allant vers, eh bien, il ne savait toujours pas où il allait. Il passa devant une aire de jeu avec 3 enfants et 2 mères, puis un petit étang où des canards nageaient paisiblement. C'est alors qu'il la vit. Au fond du parc, assise sur un banc encore humide de pluie, une petite fille. Elle avait l'air épuisée, sale, avec des cheveux bruns emmêlés tombant sur son visage, et dans ses bras, 2 bébés emmaillotés dans de vieilles couvertures usées. Nathan s'arrêta. Quelque chose dans cette scène semblait profondément anormal. La fille paraissait bien trop jeune pour s'occuper de 2 bébés. Les enfants semblaient trop petits pour être dehors par ce temps humide. Où étaient les parents ? Il regarda autour de lui. Personne ne prêtait attention à la petite fille avec les bébés. Hésitant, Nathan s'approcha. « Bonjour », dit-il en gardant une distance respectueuse. « Est-ce que ça va ? Avez-vous besoin d'aide ?» La fille leva les yeux, des yeux bleus intenses, mais rouges et gonflés d'avoir pleuré. Quand elle parla, sa voix était fine et tremblante. « Monsieur, pouvez-vous nous aider ?» Nathan sentit un désespoir sincère dans sa voix. De près, la situation semblait encore pire. Les vêtements des enfants étaient sales et humides. Les bébés semblaient endormis ou Nathan sentit une oppression dans sa poitrine, peut-être trop faible pour pleurer. « Oui, je peux aider. Où sont vos parents ?» La fille serra les lèvres, comme pour essayer de ne pas pleurer. « Ma maman, elle » commença-t-elle, mais fut interrompue quand l'un des bébés laissa échapper un faible gémissement. Son visage se crispa de pur désespoir. Et puis cela arriva. D'un mouvement soudain, la fille tendit les 2 bébés vers Nathan, ses yeux bleus débordant maintenant de larmes qui laissaient des traces claires sur son visage sale. « S'il vous plaît, gardez-les. » Sa voix se brisa en un sanglot. « Je ne supporte plus de voir mon petit frère mourir de faim. » C'était comme si quelque chose se brisait à l'intérieur de Nathan. Quelque chose qui avait été dur, froid et mort pendant des années. Il sentit une boule dans sa gorge. À son grand étonnement, une larme chaude s'échappa de son œil, roulant sur sa joue. Pour la première fois depuis des années, combien ? 5 ? 10 ? Nathan Cole pleurait. Ce n'était pas un sanglot dramatique. Juste cette unique larme, portant tout le poids de la solitude. Du regret. De la vie vide qu'il s'était construite. « Je n'en peux plus », continua la fille, la voix étranglée. « J'ai essayé, je jure que j'ai essayé de m'occuper d'eux, mais je n'ai plus de nourriture. Et Luc a de la fièvre et Ben n'arrête pas de pleurer. » Nathan s'agenouilla à son niveau. « Comment t'appelles-tu » ? « Sadie, » murmura-t-elle, tendant toujours les bébés. « Sadie, je m'appelle Nathan. Je vais t'aider, toi et tes frères. D'accord » Il n'avait pas prévu de dire ça. Les mots étaient juste sortis. Les yeux de la fille s'écarquillèrent, comme si elle ne pouvait pas y croire. « Vraiment ? Vraiment ?» Nathan n'avait aucune idée de ce qu'il faisait. S'occuper d'enfants ? Lui qui avait échoué en tant que père, qui avait passé des années à construire des murs pour se protéger des sentiments ? C'était de la folie, mais quelque chose de plus fort que la raison le poussait maintenant. « Avez-vous un endroit où aller ? Quelqu'un chez qui rester ?» Sadie secoua la tête, sa lèvre inférieure tremblant. « Alors viens avec moi. Je vais vous emmener quelque part au chaud et nous trouverons de la nourriture et des vêtements secs. » Sans penser aux conséquences, sans considérer ce que cela signifierait pour sa vie soigneusement orchestrée, Nathan Cole, le milliardaire qui venait de ruiner une réunion d'affaires de plusieurs milliards de dollars, ouvrit les bras. Sadie n'hésita qu'une seconde avant de lui tendre l'un des bébés. L'enfant était plus léger qu'il n'aurait dû l'être, son corps fiévreux même à travers les couvertures humides. « C'est Luc, » dit-elle, tenant toujours l'autre bébé. « Et voici Ben. »« Salut Luc, » murmura Nathan maladroitement, positionnant le bébé dans ses bras, réalisant à quel point il n'était pas préparé. « Sortons d'ici, d'accord ?» Il héla un taxi d'un signe de la main. Le chauffeur jeta un regard suspicieux au quatuor.
Un homme en costume trempé, une petite fille sale et deux bébés emmaillotés dans des couvertures délavées. Où allons-nous, monsieur? Nathan donna l'adresse de son Pantouse. Le taxi s'éloigna, laissant derrière lui le parc et ses visiteurs habituels qui continueraient leur vie normale. Sur la banquette arrière, Sadie gardait les yeux fixés sur Nathan, un mélange d'espoir et de méfiance dans son regard fatigué. « Tout va bien se passer », dit-il, ne sachant pas s'il pourrait tenir cette promesse. Pendant le trajet, Nathan essaya de formuler des questions dans son esprit. D'où venaient ses enfants? Où était la mère? Depuis combien de temps était-il seul? Mais chaque fois qu'il ouvrait la bouche pour demander, il voyait le regard las de Sadie et décidait d'attendre. Elle semblait déjà assez submergée. Luc somnolait dans ses bras, d'un sommeil agité. De temps en temps, le bébé toussait ou gémissait. Nathan pouvait sentir la chaleur de la fièvre à travers les couvertures. Avait-il besoin d'un médecin? Probablement. Mais d'abord, un endroit sûr et chaud. Le taxi s'arrêta devant l'immeuble luxueux où vivait Nathan. Le portier faillit tomber de sa chaise en voyant Nathan Cole entrer avec 3 enfants visiblement dans le besoin. « Monsieur Cole, tout va bien? Dois-je appeler quelqu'un? »« Je vais bien, Thomas. S'il vous plaît, n'appelez personne et j'apprécierai votre discrétion. » La dernière phrase fut accompagnée d'un regard significatif. Thomas hocha la tête, perplexe. « Bien sûr. » Dans l'ascenseur privé qui menait directement aux Pantouzes, Sadie resta silencieuse, les yeux écarquillés devant les murs en miroir. Luc dormait toujours dans les bras de Nathan, mais Ben commença à gémir dans ceux de sa sœur. « Chut Ben, » murmura Sadie en le berçant doucement. « Tu auras bientôt à manger, je promets. » L'ascenseur s'ouvrit directement sur le salon du Pantouze. Nathan vit sa maison à travers les yeux de Sadie. L'espace impeccable et immense, froid et stérile, les meubles élégants mais impersonnels, l'art abstrait au mur qui coûtait plus que ce que beaucoup de gens gagnent dans une vie. Un endroit conçu pour impressionner, pas pour vivre. « Venez, » dit-il, les conduisant à travers l'appartement. « Trouvons un endroit où vous installer. » L'appartement avait 4 suites en plus de la chambre principale. Toutes impeccablement décorées, toutes complètement inutilisées. Nathan choisit celle la plus proche de la sienne. « Vous pouvez rester ici pour l'instant. Il y a une salle de bain là-bas. Vous pouvez prendre une douche chaude et je vais vous chercher quelque chose à manger. » Sadie ne bougea pas. Ses yeux scrutaient chaque coin comme si elle cherchait des pièges ou mémorisait les issues de secours. Nathan reconnut ce regard. Il l'utilisait lui-même dans les négociations hostiles. Prudence, méfiance, préparé au pire. « Sadie, » dit Nathan doucement. « Je sais que tu ne me connais pas. Tu n'as aucune raison de me faire confiance, mais je te promets que tu es en sécurité ici. » Elle ne semblait toujours pas convaincue. « D'accord, je vais chercher des serviettes et des peignoirs. Vous pourrez vous réchauffer et ensuite nous verrons la suite. D'accord ?» Un léger hochement de tête. C'était le maximum qu'elle pouvait offrir pour l'instant. Nathan se rendit au placard à linge pour prendre des serviettes. Il se sentait étrangement nerveux, comme s'il était sur le point de conclure la plus grosse affaire de sa vie. D'une certaine manière, peut-être que c'était le cas. En attrapant des serviettes douces et des peignoirs, il se souvint de la dernière fois qu'il y avait eu des enfants dans la maison. Dylan et quelques amis célébrant un anniversaire. Nathan avait failli le manquer à cause d'une téléconférence. Lorraine avait tout planifié, le gâteau, les cadeaux, les activités. Nathan s'était pointé pour les 20 dernières minutes avec un sourire forcé et un cadeau acheté par sa secrétaire. Le regard déçu de Dylan le hantait encore. Quand il retourna dans la chambre, Sadie était exactement là où il l'avait laissée, comme si elle avait peur de bouger. Ben pleurait plus fort maintenant, un cri aigu de faim ou d'inconfort. « Il doit avoir faim, » dit Nathan en lui tendant les serviettes. « Je vais voir ce que je peux trouver dans la cuisine. » La cuisine de Nathan était rarement utilisée. Il commandait habituellement des plats à emporter ou mangeait au restaurant. Il ouvrit le réfrigérateur, presque vide, à l'exception de quelques bouteilles d'eau, une bouteille de champagne et un pot d'olive. Le garde-manger n'était guère mieux fourni. Quelques boîtes de thon, un paquet de riz, du café, du thé et des biscuits importés. « Merde », murmura-t-il. Que mangeaient les jeunes enfants? Il n'en avait aucune idée. De quoi les bébés de cet âge avaient-ils besoin? Du lait? De la nourriture pour bébé? Et où trouverait-il cela maintenant? Il décida de commencer par le riz. C'était simple, neutre. Il sortit une casserole qu'il n'avait jamais utilisée, encore avec l'étiquette de prix, et mit de l'eau à bouillir. Ses mains, normalement stables lors de la signature de contrats de plusieurs millions de dollars,
semblait maladroite pour mesurer le riz. De retour dans la suite, il trouva Sadie assise sur le bord du lit king size, les deux bébés à côté d'elle. Le bain est prêt si tu veux. Je prépare quelque chose à manger pour toi. Qu'est-ce que vous préparez? Demanda Sadie, parlant pour la première fois depuis son arrivée. Du riz. C'est tout ce que j'ai pour le moment, mais nous pourrons commander plus de nourriture plus tard. Un lourd silence s'installa. Nathan réalisa à quel point la situation était surréaliste. Un homme de 48 ans amenant 3 enfants inconnus dans son appartement. Que penseraient les voisins? Que dirait son conseil d'administration? Et plus important encore, à quoi diable pensait-il? Je dois vérifier le riz, dit-il en reculant vers la porte. Mettez-vous à l'aise. De retour dans la cuisine, Nathan fixa la casserole bouillonnante. Sa vie était complètement déréglée maintenant. Depuis la découverte de la photo de Dylan ce matin jusqu'à ses 3 enfants chez lui, c'était comme si un ouragan avait bouleversé son monde. « Qu'est-ce que je fais ?» se murmura-t-il. « Qu'est-ce que je vais faire d'eux? Je ne sais pas m'occuper d'enfants. » Le souvenir du petit Dylan demandant de l'aide pour ses devoirs résonna dans son esprit. « Pas maintenant, fiston. Je suis occupé par le travail. » Nathan sentit une pointe de peur réelle. Et s'il échouait avec ses enfants comme il avait échoué avec son propre fils? Et s'il ne pouvait pas les aider? Pire, et s'il finissait par leur faire du mal d'une manière ou d'une autre? L'odeur de quelque chose qui brûlait le ramena à la réalité. Le riz. Il avait oublié de baisser le feu. Bon sang, s'exclama-t-il en retirant la casserole du feu. Trop tard. Le fond était brûlé. Merde. 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 Une présence silencieuse le fit se retourner. Sadie se tenait dans l'embrasure de la porte, l'observant avec des yeux lasses. Nathan se sentit ridiculement inadéquat sous le regard de cet enfant. Désolé pour le mot. Et désolé, j'ai brûlé le riz. Sadie s'approcha lentement et jeta un coup d'œil dans la casserole. Ça a juste brûlé un peu au fond. Le reste est encore bon. Nathan regarda de nouveau la casserole. Elle avait raison. La couche supérieure de riz semblait encore mangeable. Je pensais avoir tout gâché, avoua-t-il. Sadie haussa les épaules. J'ai mangé pire. Quelque chose dans cette simple déclaration frappa profondément Nathan. Qu'avait traversé cet enfant? Quel genre de vie avait-elle eu avant qu'il ne la trouve dans ce parc? Les bébés, tes frères, qu'est-ce qu'ils mangent? Ils mangent de tout maintenant, mais très mou. Peut-être si vous écrasez le riz? Nathan essaya de ne pas montrer son choc. Des bébés si petits mangeant déjà de la nourriture solide? Mais que savaient-ils des enfants? Bien sûr, on va l'écraser pour eux. Il trouva des bols et des ustensiles, servit le riz, en écrasant une portion avec une fourchette. Tu dois avoir faim aussi, dit-il en plaçant un bol devant elle. Sadie fixa intensément la nourriture, mais ne bougea pas. Tu peux manger, encouragea Nathan. Toujours hésitante, elle prit une cuillère et goûta un peu de riz. Nathan remarqua à quel point elle s'efforçait de manger lentement et poliment, même si son corps voulait probablement dévorer la nourriture. Je dois les baigner, dit Sadie, les yeux rivés sur le riz. Ils sont mouillés et ont froid. Mange d'abord, répondit Nathan. Ensuite, je t'aiderai avec eux. La fille hésita, mais la faim l'emporta. Elle mangea quelques cuillerées de riz, lentement au début, puis plus rapidement. Il y en a encore si tu veux, proposa Nathan. Elle secoua la tête, mais ses yeux disaient le contraire. Sadie, mange autant que tu veux. Ensuite, nous nous occuperons de tes frères. D'accord? Merci, murmura-t-elle en se servant un peu plus. Nathan trouva une pomme solitaire dans la corbeille à fruits et la coupa en petits morceaux, les plaçant dans l'assiette de Sadie. La pomme est bonne aussi, dit-il après avoir goûté un morceau. Après un moment d'hésitation, il ajouta, le riz est bon, même avec le fond brûlé. Alors, presque imperceptiblement, un minuscule sourire vacilla au coin de ses lèvres, si rapide que cela aurait pu être son imagination. Mais Nathan savait que ce n'était pas le cas. Ce petit geste de confiance remplit sa poitrine d'une sensation qu'il n'avait pas ressentie depuis des années, comme si quelque chose de très vieux et d'oublié en lui avait commencé à remuer à nouveau. Pendant que Sadie mangeait, Nathan préparait des bols pour les bébés. Luc et Ben étaient toujours dans la chambre, ayant sans aucun doute désespérément besoin d'un bain et de nourriture. Ils n'avaient aucune expérience avec les jeunes enfants, mais ils soupçonnaient qu'ils avaient besoin de plus que du riz écrasé. « Nous avons besoin de vraie nourriture pour bébé, dit-il. Et de couches, de vêtements, de beaucoup de choses. » Vous êtes riche, observa Sadie en jetant un coup d'œil à la cuisine luxueuse. Vous pouvez acheter tout ça.
Nathan suivit son regard. La cuisine design, les appareils électroménagers haut de gamme qu'il utilisait rarement, le marbre importé. Oui, il pouvait acheter tout ce dont ses enfants avaient besoin, l'argent, au moins, n'était pas un problème. Oui, admit-il, ressentant une étrange honte de sa richesse face à leur souffrance. Demain matin, nous irons faire des courses. Pour ce soir, nous devrons nous contenter de ce que nous avons. Sadie finit de manger, raclant le bol. Merci, dit-elle à nouveau, et maintenant son sourire était un peu moins timide. Je vais les baigner maintenant. Besoin d'aide? Non, répondit-elle trop rapidement. La méfiance était toujours là. D'accord. Je serai ici dans la cuisine si tu as besoin de moi. Sadie hocha la tête et partit. Nathan commença à nettoyer, sentant le poids des dernières heures. Ce qui avait commencé par une vieille photo trouvée par hasard s'était transformé en ceci. 3 enfants inconnus chez lui. Une responsabilité pour laquelle il n'était absolument pas préparé. « Qu'est-ce que je fais » murmura-t-il à nouveau, mais sans la même anxiété qu'auparavant. Car malgré la peur et l'inadéquation, quelque chose en lui semblait s'être réveillé. Un but, un besoin qui ne venait pas de l'extérieur, succès commercial, mais de l'intérieur, d'un endroit si profond qu'il avait oublié son existence. Nathan entendit le bruit de l'eau qui coulait dans la salle de bain de la suite. Il imagina Sadie essayant de baigner 2 bébés à la fois. Devait-il aller l'aider ou respecter son besoin d'intimité? Il décida de rassembler plus de collations pour eux. Il trouva une boîte de biscuits importés et en plaça quelques-uns sur une assiette, coupa d'autres pommes, versa de l'eau fraîche dans des tasses. En disposant le tout sur un plateau, Nathan se souvint combien de fois Lorraine avait fait cela pour Dylan. Combien de fois elle avait préparé des repas, donné des bains, raconté des histoires, et combien de fois il avait manqué ces moments, enterrés sous le travail, les réunions, les affaires. De faibles rires provenaient de la salle de bain. Ben ou Luc devaient avoir fait quelque chose de drôle. Sadie semblait plus détendue maintenant. Quand la douche s'arrêta, Nathan attendit quelques minutes, puis frappa doucement à la porte. « J'ai apporté quelques petites choses de plus à manger pour vous, » dit-il. La porte s'entr'ouvrit. Sadie jeta un coup d'œil, enveloppée dans un immense peignoir qui la faisait paraître encore plus petite. Derrière elle, sur le lit, les 2 bébés gigotaient, enveloppés dans des serviettes, semblant plus alertes après le bain chaud. « Merci, dit-elle en prenant le plateau. Luc aime les pommes. Super. Il y en a plein, et de l'eau aussi. Est-ce que ça va là-dedans? Avez-vous besoin d'autre chose? Sadie hésita, comme si elle réfléchissait à quelque chose. Nos vêtements sont mouillés. Ah, c'est vrai. Laisse-moi voir ce que je peux trouver. Nathan alla dans sa propre chambre. Il avait des t-shirts qui pourraient servir de chemise de nuit pour Sadie, et peut-être pour les bébés. Pas idéal, mais ça ferait l'affaire pour une nuit. Il revint avec les t-shirts et les lui tendit par la porte entr'ouverte. Demain, nous achèterons des vêtements appropriés, promit-il. Sadie hocha la tête, toujours lasse mais visiblement plus détendue qu'à leur arrivée. Bon, dit Nathan en reculant. Je vais vous laisser vous reposer. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je serai dans la chambre d'accent grave côté. Appelez-moi, d'accord? D'accord, murmura-t-elle, puis, presque inaudiblement, bonne nuit. Bonne nuit, Sadie. La porte se referma doucement. Nathan resta là un instant, ressentant un étrange mélange d'émotions, l'inquiétude, certainement, la peur de ce qui l'attendait, mais aussi quelque chose de plus léger, de plus chaleureux, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Dans sa propre chambre, Nathan s'assit sur le bord du lit et regarda le téléphone. Devait-il appeler quelqu'un? La police? Les services sociaux? Un avocat? Quelle était la procédure correcte après avoir trouvé 3 enfants abandonnés dans un parc? Mais quelque chose le retenait. L'image des yeux désespérés de Sadie le suppliant de l'aide, la confiance fragile qui avait commencé à se former, la peur que les enfants soient séparés si les autorités intervenaient. « Qu'est-ce que je vais faire » murmura-t-il dans l'appartement vide. Mais une partie de lui connaissait déjà la réponse. D'une manière ou d'une autre, rencontrer ses enfants, voir le désespoir et le courage chez une si petite fille s'occupant de ses frères, avait réveillé quelque chose qu'il pensait mort dans sa poitrine. Une chance, peut-être. Une chance de faire quelque chose de bien, de ne pas échouer cette fois. Il ferma les yeux et vit le visage de Dylan, puis, superposés, les visages de Sadie, Ben et Luc. Des enfants qui avaient besoin d'un adulte qui se soucie vraiment, qui soit présent, qui mette leurs besoins au-dessus de tout. Pour la première fois depuis des années, Nathan Cole avait peur d'échouer à quelque chose de personnel, quelque chose qui comptait vraiment.
3 jours s'étaient écoulés depuis que Nathan avait ramené les enfants à la maison. 3 jours d'ajustement, d'apprentissage et de petites victoires. Nathan avait engagé une équipe de shopping pour apporter tout ce dont les enfants avaient besoin, vêtements, couches, jouets, nourriture appropriée. La chambre d'amis s'était rapidement transformée en un espace confortable avec 2 berceaux et un lit confortable pour Sadie. Les bébés semblaient déjà en meilleure santé. Luc n'avait plus de fièvre et Ben souriait davantage. Nathan avait appris à changer les couches après avoir regardé des vidéos en ligne, une compétence qu'il n'aurait jamais imaginé avoir besoin. Il faisait des erreurs, bien sûr, mettait les couches à l'envers, renversait du lait, brûlait les pâtes qu'il tentait de faire pour le dîner. Mais Sadie était toujours là, observant, riant parfois doucement de ses tentatives maladroites, intervenant d'autres fois doucement pour lui montrer la bonne façon de faire. La méfiance de la jeune fille diminuait progressivement. Elle ne reculait plus quand Nathan s'approchait. Elle ne vérifiait plus obsessionnellement ses frères toutes les quelques minutes. Elle pouvait dormir plusieurs heures sans se réveiller en panique. De petits progrès, fragiles mais réels. Cette nuit-là, après que les bébés se soient enfin endormis, Nathan trouva Sadie assise sur le canapé du salon, serrant ses genoux, regardant la ville à travers les immenses fenêtres. Les lumières en contrebas formaient une mer de points lumineux. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda-t-il doucement, ne voulant pas la surprendre. Sadie haussa les épaules, sans quitter la fenêtre des yeux. « Parfois, c'est difficile. » Nathan s'assit à l'autre bout du canapé, gardant une distance respectueuse. « Je comprends. J'ai des nuits comme ça aussi. » Silence. Nathan avait appris à ne pas la presser, à laisser Sadie fixer le rythme de leurs interactions. Elle avait des murs autour d'elle, construits par des expériences qu'il pouvait à peine imaginer. « D'ici, on peut voir le parc, » dit-elle finalement, pointant une tache sombre parmi les lumières de la ville. « Où tu nous as trouvés ? » « Oui, » confirma Nathan. « Si tu regardes pendant la journée, tu peux voir les arbres et l'étang. » Sadie hocha la tête, toujours le regard perdu au loin. « Nous avons dormi là pendant 2 nuits. » Nathan sentit une douleur dans sa poitrine. 2 nuits à la belle étoile, avec 2 bébés, dans le froid de l'automne. « Où étiez-vous avant ça ?» demanda-t-il prudemment. Sadie serra plus fort ses genoux. Pendant un moment, Nathan pensa qu'elle n'allait pas répondre, qu'il avait franchi une ligne invisible. « Dans notre appartement. Jusqu'à ce que l'argent soit épuisé. »« L'argent que ta mère a laissé ?» Un lent hochement de tête. Nathan prit une profonde inspiration. « Sadie, veux-tu me raconter ce qui s'est passé avec ta mère ? Je veux dire, tu n'es pas obligé si tu ne veux pas, » ajouta-t-il rapidement. Plus de silence. Le genre de silence dense qui semble contenir des histoires entières non racontées. Elle a dit qu'elle sortait acheter des cigarettes, la voix de Sadie était presque un murmure, et qu'elle reviendrait tout de suite. Nathan attendit, sans l'interrompre. C'était il y a 3 semaines. Elle a laissé de l'argent dans le tiroir de la cuisine. Elle a dit que c'était pour les urgences. Sadie tripota l'ourlet de la nouvelle chemise de nuit que Nathan lui avait achetée ou rose avec des motifs d'étoiles, qu'elle avait timidement demandé. J'ai attendu qu'elle revienne. Je me suis occupé de Ben et Luc comme elle m'avait appris, je leur ai donné le bain, j'ai cuisiné, mais l'argent a commencé à manquer. Sa voix était monotone, comme si elle rapportait la météo, pas l'abandon qu'elle avait subi. J'ai utilisé l'argent pour acheter du lait et des couches. Quand il n'y en a plus eu, le propriétaire est venu frapper. Il a dit qu'on allait être expulsé. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais j'ai eu peur. Nathan observait sa silhouette frêle se découper contre les vastes lumières de la ville. Elle paraissait si petite face à l'immensité du monde extérieur. Alors j'ai pris nos affaires, juste ce qui rentrait dans le sac à dos, et nous sommes partis. Je pensais qu'on pourrait peut-être retrouver ma mère dans la rue. « Sais-tu pourquoi elle n'est pas revenue ?» demanda Nathan doucement. Sadie secoua la tête. Parfois, elle disparaissait un jour ou 2, mais elle revenait toujours. Toujours. Jusqu'à ce qu'elle ne le fasse plus, termina Nathan. Jusqu'à ce qu'elle ne le fasse plus, répéta Sadie dans un murmure. As-tu d'autres parents ? Grands-parents, oncle ? Mon grand-père est mort l'année dernière. Ma grand-mère, je ne sais pas où elle est. Maman disait qu'elle vivait loin. Et vos pères ? Sadie haussa les épaules. Ben et Luc ont des pères différents. Et mon père ? Maman a dit qu'il était parti quand je suis né. Je ne m'en souviens pas. Nathan absorbait chacune de ses paroles, reconstituant la vie de Sadie. Une mère célibataire avec 3 enfants. Pas de soutien familial, luttant probablement contre ses propres démons. Et puis, l'abandon final. La première nuit,
Nous avons dormi dans une station de métro, continua Sadie. Mais un agent de sécurité nous a vus et a commencé à poser des questions. J'ai eu peur qu'ils emmènent les bébés. Maman disait toujours qu'il ne fallait laisser personne savoir qu'on était seuls, sinon ils nous sépareraient. L'honnêteté brute de ces mots frappa durement Nathan. La peur de cet enfant d'être séparé de ses frères, la responsabilité qu'elle avait assumée, bien au-delà de son âge. Alors nous sommes allés au parc. C'était plus facile de se cacher là-bas. Pendant la journée, on faisait semblant d'attendre notre mère. La nuit, on dormait dans les toilettes ou sous les bancs. Sadie s'arrêta de parler. Une seule larme coula sur son visage, mais elle l'essuya rapidement, comme si elle avait honte de montrer sa faiblesse. « Ce que tu as fait était très courageux, » dit Nathan, « prendre soin de tes frères comme ça. » « Je n'étais pas courageuse, » répondit Sadie, sa voix tremblant pour la première fois. « J'avais tellement peur. Et quand je t'ai vu dans le parc, je n'en pouvais plus. Luc était malade, Ben n'arrêtait pas de pleurer, j'étais si fatiguée. » L'aveu semblait lui causer une douleur physique, comme si admettre qu'elle avait atteint sa limite était un échec terrible. « Sadie, regarde-moi. » Elle tourna lentement son visage. « Ce que tu as fait était extraordinaire. Beaucoup d'adultes n'auraient pas réussi ce que tu as fait pour tes frères. Tu es la personne la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. » La lèvre inférieure de Sadie trembla, ses yeux se remplirent de larmes. Elle lutta pour se retenir. « Mais j'ai failli les abandonner, » murmura-t-elle. « J'ai failli te les donner et m'enfuir. »« Mais tu ne l'as pas fait. Tu es resté avec eux. Et maintenant, vous êtes tous en sécurité. » Les mots de Nathan semblèrent ouvrir une vanne. Soudain, le sanglot que Sadie retenait éclata. Son petit corps trembla sous le poids de tout ce qu'elle avait enduré. Nathan hésita. Il voulait la serrer dans ses bras, la réconforter, mais il ne savait pas si elle accepterait cette proximité, si elle le permettrait. À sa surprise, Sadie fit le premier pas. Lentement, presque craintivement, elle glissa sur le canapé. Puis, dans un mouvement soudain, elle se jeta contre la poitrine de Nathan, enfouissant son visage dans sa chemise, laissant les larmes couler librement. Enfin, Nathan l'enveloppa de ses bras, sentant à quel point elle était petite et fragile. Depuis combien de temps cette enfant était-elle forte pour tout le monde? « C'est bon, » murmura-t-il en lui caressant les cheveux. « C'est bon de pleurer. » Et elle pleura. Elle pleura comme elle ne s'était probablement jamais permis de pleurer devant ses frères. Elle pleura pour la mère qui n'était pas revenue, pour le père qu'elle n'avait jamais connu, pour les nuits froides et la peur, pour l'enfance perdue trop tôt. Nathan la laissa pleurer jusqu'à ce que les sanglots s'apaisent, jusqu'à ce que sa respiration redevienne normale. Quand Sadie s'écarta enfin, elle parut soudain embarrassée, comme si elle réalisait à quel point elle s'était laissée aller à la proximité. « Je suis désolée, » murmura-t-elle en s'essuyant le visage. « Ne t'excuse jamais. Ne sois jamais désolée de ressentir des choses. » Sadie hocha la tête, reniflant encore un peu. Le silence revint, mais il était différent maintenant, plus léger, comme si une partie du fardeau avait été libérée. « Et votre famille » demanda-t-elle soudainement. « Vous avez dit que vous viviez seul. Où sont-ils » La question prit Nathan au dépourvu. C'était maintenant à son tour de sentir le poids de la vulnérabilité. « J'ai perdu ma famille aussi » répondit-il après une pause. « Pas de la même manière, mais je les ai perdus. » Sadie attendit, les yeux fixés sur lui. Leur rôle était inversé. Maintenant, c'était elle qui lui offrait l'espace pour partager son histoire. « J'étais toujours occupé » continua Nathan, luttant avec les mots. « Lorraine, ma femme, s'est lassée d'essayer. Mon fils, Dylan, il voulait juste un père présent. » La vieille douleur refit surface, plus vive maintenant. Peut-être parce que, pour la première fois, il comprenait vraiment l'impact de l'absence d'un père. Un jour, ils sont partis tous les deux, et je n'ai plus jamais eu de nouvelles. C'est moi qui les ai poussés à partir, en ne sachant pas comment rester. Sadie baissa les yeux, comprenant. Il y avait en elle une sagesse qui venait d'expériences bien trop dures pour quelqu'un de son âge. « Pourquoi n'allez-vous pas les chercher ?» demanda-t-elle avec une franchise enfantine que seuls les enfants possèdent parfois. La question frappa Nathan comme un coup de poing. Pourquoi ne le faisait-il pas? Qu'est-ce qui l'arrêtait, à part l'orgueil blessé, la honte, la peur du rejet? Je suppose que je ne sais pas ce que je dirais, Annie. Comment s'excuser pour des années d'absence? Vous pourriez commencer par dire « je suis désolé », suggéra Sadie avec la logique claire que seuls les enfants peuvent avoir. Nathan eut un sourire triste. Ce n'est pas si simple. Les adultes compliquent toujours les choses, répondit-elle avec une sagesse au-delà de son âge.
Nathan ne put s'empêcher de rire, malgré la douleur. Oui, c'est bien vrai. Le silence revint. Mais maintenant, c'était un silence partagé, le silence de deux personnes qui s'étaient révélé leurs blessures et avaient, d'une manière ou d'une autre, trouvé un terrain d'entente. Je pense qu'on devrait essayer de dormir un peu, dit finalement Nathan. Demain, on pourra réfléchir à ce qu'il faut faire. Sadie hocha la tête, mais ne bougea pas. Et si ma mère ne revient jamais, demanda-t-elle à voix basse. La question resta en suspens, lourde de toutes ses implications. Alors nous trouverons une solution ensemble, répondit Nathan. Tout ce que je sais, c'est que toi et tes frères êtes en sécurité maintenant. Et je vous aiderai de toutes les manières possibles. Leurs regards se croisèrent et Nathan réalisa qu'il faisait une promesse. Une promesse qu'il n'était pas sûr de pouvoir tenir. Mais à cet instant, il pensait chaque mot. Peut-être que prendre soin de vous, dit-il, la voix chargée d'émotion, est la seule chose juste que j'ai faite depuis longtemps. Sadie ne répondit pas avec des mots. Elle tendit juste sa petite main et tint la sienne un moment, un geste simple transmettant la confiance, la gratitude et peut-être le début de l'espoir. Puis elle se leva et retourna silencieusement dans la chambre où dormaient ses frères. Nathan resta sur le canapé, contemplant les lumières de la ville en contrebas. Le monde qu'il connaissait avait complètement changé en quelques jours seulement. Et d'une manière ou d'une autre, pour la première fois depuis des années, il sentait qu'il était exactement là où il devait être. 2 semaines s'étaient écoulées depuis la nuit où Sadie lui avait raconté son histoire. Une routine improbable s'était installée dans l'appartement de Nathan. Les matins commençaient tôt, avec les pleurs de Ben ou de Luc, suivis du petit déjeuner dans la cuisine qui était maintenant toujours approvisionné en aliments adaptés aux enfants. Nathan avait appris à préparer des purées, à couper les fruits en morceaux sûrs et même à faire des crêpes en forme d'animaux qui faisaient sourire Sadie. Les après-midi étaient remplis de jeux sur le tapis du salon, où Nathan se retrouvait assis par terre à construire des tours de cubes que Ben renversait en riant. Luc essayait de ramper et Sadie observait tout avec soulagement et prudence, comme si elle ne pouvait toujours pas croire pleinement à cette nouvelle réalité. Karen, l'assistante de Nathan, gérait ses affaires à distance, déconcertée par les instructions d'annuler tous les voyages et de déplacer les réunions en visioconférence. « Tout va bien, Monsieur Cole ?» demandait-elle souvent. « Parfaitement bien », répondait-il en essayant d'essuyer de la purée de carottes sur sa chemise. Mais malgré la normalité apparente qui prenait forme, une anxiété croissante rongeait Nathan. Que se passerait-il ensuite? Combien de temps pourrait-il maintenir cette situation indéfinie? Les enfants n'avaient pas de papier. Il n'y avait aucune trace officielle de leur présence dans son appartement. Techniquement, ce qu'il faisait pouvait être considéré comme un enlèvement. Un mercredi après-midi, pendant que Sadie regardait des dessins animés avec les bébés sur le canapé, Nathan s'enferma dans son bureau et tapa dans le moteur de recherche « Comment obtenir la garde d'enfants abandonnés ?» Les résultats lui nouèrent l'estomac. Processus juridique, vérification des antécédents, visite à domicile, évaluation psychologique, recherche de parents biologiques et la possibilité la plus effrayante. Les enfants pourraient être placés dans différentes familles d'accueil pendant le processus. « Je ne peux pas les laisser être séparés », murmura-t-il en fermant le navigateur. Mais il ne pouvait pas non plus continuer ainsi indéfiniment. Finalement, quelqu'un poserait des questions. Les enfants avaient besoin de soins médicaux, d'une scolarité, d'une vie normale. Nathan sentit le poids de l'indécision. Toute sa vie avait été construite sur des actions rapides et décisives. Il n'hésitait jamais à conclure des accords de plusieurs milliards de dollars. Mais ceci, c'était différent. L'enjeu était bien plus important que l'argent. Le lendemain matin, Nathan reçut un appel inattendu du conseil d'administration de son entreprise. Il y avait un problème urgent avec l'un de ses principaux investissements en Asie. Sa présence était requise immédiatement. « Impossible », répondit-il. « Je ne suis pas disponible pour voyager en ce moment. » « Nathan, » dit la voix grave à l'autre bout du fil, « vous n'avez jamais été indisponible auparavant. Que se passe-t-il ? » « Affaires personnelles, » coupa-t-il sèchement, « rien qui n'affecte ma capacité à diriger l'entreprise. » Mais la vérité était que, pour la première fois, son attention était partagée. Pendant qu'il parlait au téléphone, ses yeux suivaient Sadie dans la pièce, la regardant border soigneusement une couverture sur Luc qui dormait sur le canapé. Après avoir raccroché, Nathan prit une décision. Il avait besoin d'une aide professionnelle, quelqu'un qui pourrait le conseiller sur les options légales sans appeler immédiatement le système. Grâce à des contacts discrets, il organisa une réunion avec une avocate spécialisée en droit de la famille. Il expliqua sa situation dans les termes les plus vagues possibles par téléphone,
mentionnant seulement qu'il avait besoin de conseils sur une situation délicate impliquant des enfants. L'avocate, maître Melissa Ortiz, arriva à l'appartement l'après-midi suivant, une femme d'âge moyen à l'expression sérieuse et munie d'une mallette en cuir. Nathan avait demandé à Sadie de rester dans la chambre avec les bébés pendant la réunion. Monsieur Cole, dit maître Ortiz après avoir entendu toute l'histoire, je comprends votre préoccupation, mais je dois être clair. Ce que nous avons ici est une situation irrégulière. Techniquement, ces enfants sont portés disparus. Si la mère les a signalés comme perdus, une recherche pourrait être en cours. Elle les a abandonnés, insista Nathan, sentant la colère monter. Elle a laissé un enfant s'occuper de 2 bébés. Je comprends votre indignation, mais légalement, nous devons suivre les procédures appropriées. La première étape est d'informer les services sociaux. Les mots « services sociaux » firent serrer les poings à Nathan. Et que leur arriverait-il? Maître Ortiz hésita légèrement. Il tenterait de localiser la mère ou d'autres parents. En cas d'échec, les enfants seraient placés temporairement sous la garde de l'État pendant l'examen de votre demande de garde. Séparés? Possiblement. Toutes les familles d'accueil ne peuvent pas accueillir 3 enfants à la fois, surtout avec 2 bébés. Nathan secoua la tête. Inacceptable. Monsieur Cole, je comprends votre frustration, mais plus vous gardez ces enfants sans informer les autorités, plus votre situation juridique se complique. La conversation se poursuivit pendant une autre heure, l'avocate détaillant le processus long et compliqué qui suivrait. À la fin, Nathan se sentit encore plus anxieux. J'ai besoin de réfléchir, dit-il en raccompagnant maître Ortiz à la porte. Merci pour vos conseils, mais j'ai besoin de plus de temps. Ne prenez pas trop de temps, l'avertit-elle. Plus tôt nous commencerons, meilleures seront vos chances. Après le départ de l'avocate, Nathan sentit une présence silencieuse derrière lui. Sadie se tenait dans le couloir, les yeux écarquillés et fixés sur lui. Qui était-ce? Demanda Sadie, la voix tremblante. Une amie. Une avocate venue me donner quelques conseils. Le visage de Sadie pâlit. À propos de nous? Nathan hésita. Devait-il mentir, la protéger de la vérité compliquée? Mais quelque chose lui disait que Sadie avait déjà affronté assez de dures vérités pour être épargnée maintenant. Oui. À propos de vous. J'essaie de trouver comment je peux aider de manière plus permanente. Les yeux de Sadie se remplirent de peur. Allez-vous nous renvoyer? Non, bien sûr que non, dit-il rapidement en s'approchant. J'essaie de trouver un moyen pour que vous puissiez rester légalement. Vous avez promis, murmura-t-elle. Vous avez promis que nous resterions ensemble. Et nous le ferons. J'ai juste besoin de... L'interphone l'interrompit. C'était le portier annonçant l'arrivée d'une assistante sociale que le cabinet d'avocats avait engagée pour une évaluation préliminaire. Une partie des conseils de maître Ortiz pour renforcer le futur dossier de garde de Nathan. Faites-la monter, Thomas, répondit Nathan, réalisant trop tard qu'il n'avait pas expliqué cette visite à Sadie. La jeune fille recula, la panique dans les yeux. Une assistante sociale? Sadie, écoute. C'est juste une conversation préliminaire pour m'aider à comprendre le processus. Mais Sadie courait déjà vers la chambre. Nathan la suivit. Sadie, s'il te plaît, fais-moi confiance. Elle s'arrêta à la porte de la chambre, tout son corps tendu comme un fil resserré. Maman disait que les assistantes sociales séparent les familles. Qu'on ne peut pas leur faire confiance. Ce n'est pas comme ça, tenta d'expliquer Nathan. Elles veulent t'aider. La sonnette retentit de nouveau, indiquant que l'assistante sociale était arrivée. Reste ici avec les bébés, dit-il. Je vais lui parler d'abord. D'accord? Ensuite, tu pourras décider si tu veux parler aussi. Sadie ne répondit pas. Elle se glissa simplement dans la chambre et ferma la porte. Nathan soupira profondément avant d'aller ouvrir. Madame Peterson était une femme robuste d'environ 50 ans, tenant un bloc-notes et arborant une expression analytique qui semblait scruter chaque centimètre de l'appartement alors qu'elle entrait. Monsieur Cole, merci de me recevoir. Maître Ortiz m'a donné un bref aperçu de votre situation, mais j'aimerais l'entendre directement de vous. Nathan l'invita à s'asseoir et répéta l'histoire de sa découverte de Sadie et des bébés dans le parc. Madame Peterson prenait des notes occasionnelles, hochant la tête. Et depuis lors, ils vivent ici sans aucune formalisation légale, demanda-t-elle d'un ton neutre qui semblait pourtant accusateur. Oui. Je ne savais pas quoi faire au début, et puis, je me suis attaché à eux. Compréhensible, mais problématique, commenta-t-elle. Monsieur Cole, votre situation financière est évidemment confortable,
mais prendre la tutelle de 3 enfants ne concerne pas seulement les ressources matérielles. Il y a des considérations émotionnelles et psychologiques, sans parler de votre propre histoire familiale. Elle consulta ses notes. Je crois comprendre que vous avez un fils biologique avec qui vous n'êtes pas en contact? Nathan sentit son estomac se serrer. Oui, mais c'est différent. Certainement, mais cela indique un schéma que nous devons considérer. Monsieur Cole, je serai franche. Votre profil, un homme célibataire bourreau de travail sans expérience récente avec les enfants, n'est généralement pas idéal pour un placement permanent, surtout pour 3 enfants traumatisés. Ces mots frappèrent Nathan comme des coups physiques. Compte tenu de la complexité de la situation, poursuivit Madame Peterson en élevant légèrement la voix, et de l'absence de structure familiale appropriée, il est fort probable qu'après avoir informé les autorités, les enfants seraient placés temporairement dans un foyer spécialisé pendant que... Un petit bruit l'interrompit. Nathan se retourna et vit Sadie dans le couloir, les yeux écarquillés d'horreur. Elle avait entendu les derniers mots. « Un foyer », murmura-t-elle, le mot sortant comme un gémissement effrayé. « Oh, vous devez être Sadie », dit Madame Peterson en ajustant ses lunettes. « Pouvons-nous parler un peu ?» Mais Sadie courait déjà vers la chambre. Nathan s'excusa et la suivit, la trouvant assise sur le lit, les genoux ramenés contre elle, se balançant d'avant en arrière. « Sadie », commença-t-il en s'asseyant à côté d'elle. « Ce n'est pas ce que ça semble être. »« Vous avez promis », répéta-t-elle sans le regarder. « Vous avez promis qu'on resterait ensemble. »« Et nous le ferons. C'est juste une partie du processus ?»« Mensonge », murmura-t-elle. « Les adultes mentent toujours. » Nathan essaya de lui toucher le bras, mais elle se dégagea. « Je dois finir de parler à Madame Peterson, » dit-il, se sentant impuissant. « Ensuite, nous parlerons plus. D'accord? Je promets que je ne laisserai personne vous séparer. » Sadie ne répondit pas. Nathan retourna à contre-cœur dans le salon, où la conversation difficile avec Madame Peterson se poursuivit. Après une autre heure de questions invasives sur sa vie, sa routine et ses intentions, elle partit avec un dernier avertissement. « Monsieur Cole, ma recommandation est que vous formalisiez la situation dès que possible. Plus vous attendez, plus cela devient compliqué. » Quand elle quitta l'appartement, le silence pesa sur les épaules de Nathan. Il alla voir Sadie, mais elle fit semblant de dormir, tournée vers le mur. Les bébés dormaient vraiment dans leur berceau. Cette nuit-là, Nathan ne put presque pas dormir. Il se tourna et se retourna, rejouant les mots de l'assistante sociale, la peur dans les yeux de Sadie, les promesses qu'il avait faites. Quelle était la bonne chose à faire? Entamer le processus légal et risquer de perdre les enfants, ou rester dans cette situation irrégulière qui pouvait s'effondrer à tout moment. Vers 3 heures du matin, il se leva pour un verre d'eau. En passant devant la chambre des enfants, il ouvrit doucement la porte pour vérifier. Dans l'obscurité, il pouvait distinguer les berceaux et le lit de Sadie. Tout semblait calme. Il retourna dans sa propre chambre, déterminé à prendre une décision le matin venu. Peut-être devrait-il appeler Lorraine pour obtenir des conseils? Elle avait toujours été meilleure pour les questions familiales. Mais cette idée le fit se sentir encore plus inadéquat. Un homme qui ne pouvait pas être un père pour son propre enfant, essayant maintenant d'élever 3 enfants traumatisés? Le sommeil le rattrapa finalement aux petites heures du matin. Quand il se réveilla, il était déjà plus de 8 heures, bien plus tard que d'habitude depuis l'arrivée des enfants. L'appartement était étrangement silencieux. Nathan se leva rapidement et se rendit dans la chambre voisine. Il ouvrit la porte et sentit son sang se glacer. La chambre était vide. Complètement vide. Les berceaux, le lit, aucun signe des enfants. « Sadie » appela-t-il, courant déjà à travers l'appartement. « Luc » Bah » Rien d'autre que l'écho de sa propre voix. Dans le salon, il remarqua que le petit sac à dos de Sadie, celui avec lequel elle était arrivée, avait disparu. Dans le réfrigérateur, quelques pommes et bouteilles d'eau manquaient. Et à la porte d'entrée, le journal du système de sécurité indiquait qu'elle avait été ouverte à 4h27 du matin. Sadie avait emmené ses frères et était partie en pleine nuit. Nathan s'effondra sur le canapé, abasourdi. L'appartement qui s'était lentement rempli de vie, de rires et de petites empreintes au cours des dernières semaines était redevenu cet espace froid et vide. Il fit les 100 pas, les mains sur la tête, marmonnant « Ils m'ont quitté aussi. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je dois être une personne horrible si personne ne veut rester avec moi. » Les mots sortirent, chargés d'une vieille douleur, maintenant avec une nouvelle cause pour refaire surface. La douleur de l'abandon, du rejet. D'abord Lorraine et Dylan, maintenant Sadie, Ben et Luc.
Cela se reproduisait. Et Nathan ne pouvait se défaire du sentiment que le problème, c'était toujours lui. Ce serait toujours lui. 6 heures. 12 heures. 18 heures. Nathan perdit la notion du temps, errant dans l'appartement vide. Il appela le portier, la sécurité de l'immeuble, le personnel des immeubles voisins. Personne n'avait vu 3 enfants partir au milieu de la nuit. Comment est-ce possible, murmura Nathan, le désespoir montant de minute en minute. Comment 3 jeunes enfants peuvent-ils simplement disparaître? Ses pensées s'emballèrent. Devait-il appeler la police? Mais cela déclencherait exactement le système que Sadie craignait. Les services sociaux seraient impliqués. Les enfants pourraient être séparés. D'un autre côté, 3 enfants étaient seuls dans les rues. 2 d'entre eux étaient des bébés. C'était l'automne. Les nuits devenaient plus froides et la pluie menaçait de revenir. « Que dois-je faire ?» répéta-t-il en passant ses mains dans ses cheveux ébouriffés. Il attrapa le téléphone, finalement résolu à appeler les autorités, quand la sonnette retentit. 1 fois, 2 fois, 3 fois en succession rapide. Nathan se précipita vers la porte, le cœur battant. Il regarda par le judas et sentit ses jambes faiblir. Sadie, tenant Ben dans ses bras, Luc à ses côtés, s'accrochant à sa jambe. Il ouvrit la porte, les mains tremblantes. « Nathan, » dit Sadie, sa voix brisée par les sanglots. « S'il te plaît, c'est Ben. » Nathan remarqua immédiatement l'état du bébé. Il était pâle, les yeux mi-clos, respirant rapidement et difficilement, son petit corps semblait brûler de fièvre. « Il est très chaud, » continua Sadie, les larmes coulant librement. « J'ai essayé de lui donner un bain frais comme maman faisait quand on était malade, mais ça ne fait qu'empirer. » Nathan ne réfléchit pas une seconde. Il prit Ben des bras de Sadie, sentant la chaleur alarmante qui émanait du petit corps. « Entrez tous les deux, » dit-il urgemment, ne cachant pas son inquiétude. « Je vais appeler une ambulance. » Sadie entra, tirant Luc par la main. Ils avaient l'air épuisés, leurs vêtements sales, les yeux cernés, la peur évidente dans chacun de leurs mouvements. Nathan était déjà au téléphone, décrivant les symptômes de Ben au service d'urgence. Après avoir raccroché, il se tourna vers Sadie qui se tenait tremblante dans le salon. « L'ambulance est en route, » dit-il, la voix tremblante. « Il va s'en sortir, Sadie. » Elle hocha la tête, mais son regard était pur désespoir. « Je n'aurais pas dû partir, » murmura-t-elle en fixant le sol. « C'est de ma faute. » Nathan s'agenouilla devant elle, tenant toujours Ben qui laissa échapper un faible gémissement. « Ce n'est pas de ta faute, » dit-il fermement. « Tu es là maintenant. Vous êtes en sécurité. » Luc, à côté de sa sœur, laissa échapper un petit gémissement. Nathan remarqua qu'il avait l'air malade lui aussi, pâle avec les yeux gonflés. La sonnette retentit de nouveau, l'ambulance arrivant avec une rapidité impressionnante. Nathan ouvrit la porte et 2 ambulanciers se précipitèrent à l'intérieur avec leur équipement. « Le bébé a une forte fièvre et une respiration difficile, » expliqua rapidement Nathan. « Ça a commencé aujourd'hui, d'après ce que j'ai compris. » Les ambulanciers examinèrent Ben avec une efficacité professionnelle. L'un se tourna vers Nathan. « Nous devons l'emmener à l'hôpital immédiatement. Êtes-vous le père ?» La question prit Nathan au dépourvu. Il regarda Sadie, puis Ben, puis Luc. « Oui, » répondit-il sans hésitation. « Oui, je suis le père. » Quelque chose changea dans l'expression de Sadie à ce moment-là. Un mélange de surprise et peut-être de soulagement. « Je vais monter dans l'ambulance avec eux, » continua Nathan. « Sadie, pourrais-tu prendre des vestes pour toi et Luc? Nous irons tous ensemble. » La jeune fille hocha la tête et courut vers la chambre. Pendant que les ambulanciers préparaient Ben pour le transport, Nathan regarda le petit Luc, qui était anxieux et effrayé. « Eh, mon grand, » dit-il en s'accroupissant au niveau de Luc. « Ton petit frère va aller bien. D'accord? Les docteurs vont l'aider. » Luc regarda Nathan avec de grands yeux, ne comprenant pas tout à fait mais sentant le réconfort dans sa voix. Il tendit ses petits bras, demandant à être pris. Nathan le souleva, sentant son poids léger contre sa poitrine. Sadie revint avec les vestes et un petit sac à dos. « Allons-y, » dit Nathan, tenant toujours Luc. « Et ne t'inquiète pas, Sadie, je ne vous laisserai pas seul. » Le trajet en ambulance fut tendu. Ben était branché à des moniteurs, recevant de l'oxygène. L'ambulancier posait des questions, Nathan essayait de répondre du mieux qu'il pouvait, conscient du regard attentif de Sadie. A-t-il des conditions préexistantes? Des allergies? Ses vaccins sont-ils à jour? Nathan hésita, regarda Sadie, improvisa des réponses. C'était surréaliste.
Un homme qui avait dédié sa vie aux affaires prétendant maintenant être le père de 3 enfants qu'il avait rencontrés moins d'un mois auparavant. À l'hôpital, le chaos continua. Ben fut emmené d'urgence en traitement tandis que Nathan, Sadie et Luc attendaient dans le hall. Une infirmière apparut avec des formulaires à remplir. « Nom complet de l'enfant ?» demanda-t-elle. Nathan jeta un coup d'œil à Sadie, qui semblait paniquer. Il réalisa qu'il ne connaissait pas le nom de famille des enfants. Peut-être que Sadie ne le connaissait pas non plus. « Benjamin Cole » répondit-il, prenant une décision. « Il a 2 ans. » Un mensonge, mais nécessaire pour le moment. « Et vous êtes le père, c'est exact ? J'aurai besoin de votre pièce d'identité et de votre carte d'assurance. » Nathan tendit son identification et la carte d'assurance premium qu'il utilisait rarement. L'infirmière nota les détails, jetant occasionnellement un coup d'œil à Sadie et Luc. « Et la mère ?» demanda-t-elle. « Pas présente, » dit Nathan, sentant Sadie se tendre à côté de lui. « Nous sommes séparés. » L'infirmière hocha la tête, ne posant pas d'autres questions. Elle lui tendit les papiers et retourna à son poste. Ils restèrent assis tous les 3 dans cette salle d'attente stérile. Luc s'endormit sur les genoux de Nathan, épuisé par l'épreuve. Sadie resta silencieuse, les yeux rivés sur les portes où Ben avait disparu. « Sadie » commença Nathan après un long silence. « Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi es-tu partie ?» La jeune fille garda le regard droit devant elle, mais ses lèvres tremblèrent. « Vous alliez nous envoyer dans un foyer, » murmura-t-elle. « J'ai entendu cette femme parler. » « Non, Sadie. Je n'aurais jamais. » Mensonge. Le coupa-t-il, le regardant enfin. « Vous avez appelé l'assistante sociale. Ils allaient nous séparer. » Nathan prit une profonde inspiration. « J'essayais de trouver un moyen de vous garder tous légalement, pour que personne ne puisse nous séparer. J'ai fait une erreur en ne te l'expliquant pas mieux. » Sadie étudia son visage, cherchant le moindre signe de tromperie. « Je te promets, Sadie. Je n'ai jamais voulu me débarrasser de vous. » « Alors pourquoi cette femme a-t-elle parlé d'un foyer ?» demanda-t-elle d'une petite voix blessée. « Parce qu'il y a un processus, des règles que nous devons suivre, » dit Nathan en essayant de choisir les bons mots. « Mais je ne laisserai jamais cela arriver. Jamais. » Avant qu'il ne puisse continuer, un médecin apparut à la porte. « Famille de Benjamin Cole ?» Nathan se leva, tenant toujours Luc endormi. Sadie agrippa sa main libre fermement. « Je suis le père, » dit Nathan, le mot sonnant de plus en plus naturel. « Votre fils a une pneumonie, » expliqua le médecin. « Une infection pulmonaire assez grave pour un si jeune enfant, mais nous avons réussi à contrôler sa fièvre et à améliorer sa respiration. » Le soulagement submergea Nathan si intensément que ses jambes faillirent céder. « Il va s'en sortir ?» demanda Sadie, la voix à peine audible. Le médecin sourit gentiment. « Il s'en sortira, ma puce. Ton petit frère répond bien aux médicaments. Avec les bons antibiotiques et les soins appropriés, il devrait bientôt récupérer. » « Doit-il rester à l'hôpital ?» demanda Nathan, inquiet de la façon dont les enfants allaient faire face après leur récente frayeur. Le médecin vérifia le dossier entre ses mains. « Habituellement, oui, mais... » Il regarda les 2 enfants épuisés. « Comme nous avons déjà fait baisser sa fièvre et que ses niveaux d'oxygène semblent bons, nous pouvons le laisser rentrer chez lui pour récupérer s'il est étroitement surveillé. » « Je peux le garantir, » répondit Nathan avec détermination. « Dans ce cas, je vais prescrire des antibiotiques et des réducteurs de fièvre. Vous devrez vérifier sa température toutes les 4 heures, vous assurer qu'il boit beaucoup de liquide et revenir immédiatement si la fièvre remonte ou si sa respiration s'aggrave. » Nathan hocha la tête, notant mentalement chaque instruction. « Si vous préférez, je peux recommander une infirmière pédiatrique pour vous aider les premiers jours. » « Oui, s'il vous plaît, » accepta Nathan immédiatement, tout ce qui l'aide à récupérer. Le médecin lui tendit les ordonnances et expliqua chaque médicament en détail. Sadie écoutait attentivement, comme si elle mémorisait chaque mot. « Puis-je le voir ?» demanda-t-elle anxieusement. « Bien sûr. Nous terminons ces médicaments et ensuite il sera prêt à rentrer à la maison. » Quelques minutes plus tard, ils furent conduits dans une chambre où Ben reposait sur un petit lit, toujours branché à des moniteurs mais visiblement mieux. Ses yeux étaient ouverts et il esquissa un petit sourire en voyant sa sœur. « Ben !» s'exclama Sadie en se précipitant à ses côtés. « Tu vas mieux ?» Le bébé tendit la main vers elle et elle prit délicatement sa main. Nathan observait, Luc toujours endormi dans ses bras. Une sensation étrange et puissante l'envahit, un mélange de protection, de tendresse et de détermination féroce. Ses enfants étaient sa responsabilité maintenant.
Ses enfants, à toutes fins utiles. Pendant que les infirmières préparaient Ben pour la sortie, Nathan passa quelques appels à Karen, lui demandant de préparer l'appartement pour leur retour, à son avocat personnel, lui donnant instruction d'entamer immédiatement le processus pour obtenir la garde provisoire des 3 enfants, et enfin, au président du conseil d'administration de son entreprise, l'informant qu'il prendrait un congé personnel prolongé. 1 heure plus tard, ils étaient tous dans un taxi en direction de la maison. Ben dormait dans les bras de Nathan, enveloppé dans des couvertures d'hôpital. Luke, maintenant réveillé, était assis sur les genoux de Sadie. Elle avait l'air épuisée, mais ses yeux restaient fixés sur ses frères. « Sadie, dit Nathan doucement. Je veux que tu saches que je ne vous séparerai jamais. Jamais. Et je ferai tout ce que je peux pour que nous puissions rester ensemble, comme une famille. » Elle leva les yeux vers lui, toujours méfiante mais avec une lueur d'espoir. « Promis ?» demanda-t-elle doucement. « Promis », répondit-il avec une conviction qui venait du plus profond de son être. « Je changerai tout ce qu'il faut ma maison, ma routine, mon travail pour que nous puissions être une vraie famille. » Sadie hocha lentement la tête, comme si elle absorbait chaque mot. Quand ils arrivèrent à l'appartement, Karen attendait avec tout préparé. La chambre des enfants était rangée, avec des berceaux propres et le lit de Sadie fait. Sa soupe maison mijotait sur la cuisinière. Les ordonnances de Ben, récupérées à la pharmacie, étaient organisées avec des instructions claires. Dans les jours qui suivirent, Nathan s'immergea pleinement dans cette nouvelle vie. Il apprit à administrer les médicaments, à reconnaître les différents pleurs des bébés, à préparer des repas appropriés. Il annula des voyages d'affaires, reprogramma des réunions en visioconférence et réorganisa son calendrier pour être toujours présent. L'infirmière pédiatrique recommandée par le médecin venait quotidiennement vérifier Ben, dont l'état s'améliorait régulièrement. Elle enseigna également à Nathan les soins aux nourrissons, de la manière de tenir correctement un bébé aux façons d'encourager leur développement. Plus important encore, Nathan entama le processus légal pour obtenir la garde provisoire des enfants. Son avocat travailla sans relâche, naviguant dans la bureaucratie complexe, utilisant l'influence et les ressources de Nathan pour accélérer les choses. C'était une bataille. Il y eut des questions sur sa capacité en tant que père célibataire, son histoire familiale et les circonstances inhabituelles dans lesquelles les enfants étaient arrivés, mais Nathan persista, animé par une détermination qui surprit même ses plus proches collaborateurs. 1 mois après la nuit à l'hôpital, Nathan reçut le document officiel lui accordant la garde provisoire de Sadie, Ben et Luke. Ce n'était pas encore permanent. Il y aurait d'autres audiences, évaluations et rapports, mais c'était un début, une reconnaissance légale de ce que son cœur savait déjà. Cette nuit-là, après que les bébés furent couchés, Nathan trouva Sadie à la table de la cuisine, concentrée sur quelque chose. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-il en s'asseyant à côté d'elle. Sadie couvrit rapidement le papier avec sa main, comme si c'était un secret. « Rien » murmura-t-elle en rougissant un peu. Nathan sourit. « Ce n'est pas grave. Tu n'es pas obligé de me montrer si tu ne veux pas. » Il se leva pour faire du thé, lui laissant de l'espace. Quand il revint avec 2 tasses, du thé pour lui et du chocolat chaud pour elle, Sadie avait retourné le papier. « C'est pour toi » dit-elle timidement. « Mais ce n'est pas très bien fait. » Nathan prit le dessin, sentant une boule dans sa gorge en l'examinant. C'était simple, fait au crayon de couleur, mais indubitable. 4 personnages se tenant la main, un grand évidemment lui, et 3 plus petits, Sadie, Ben et Luke. En haut, en lettres soigneusement formées, il était écrit « La famille Cole ». « Sadie » dit-il, la voix chargée d'émotion. « C'est le plus beau dessin que j'ai jamais vu. »« Vraiment » demanda-t-elle, incertaine. « Absolument. Puis-je le garder ?» Elle hocha la tête, un petit sourire éclairant son visage fatigué. Cette nuit-là, après que Sadie fut enfin couchée, Nathan sortit à nouveau le dessin. Il le regarda longuement, sentant quelque chose de profond et de puissant remuer en lui. Soigneusement, comme s'il manipulait un trésor inestimable, il le plaça dans le tiroir de sa table de chevet. La famille Cole. La famille qu'il avait failli perdre avant même qu'elle n'existe. La famille qu'il était maintenant déterminé à protéger et à aimer contre vent et marée. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit à l'hôpital. La vie dans le Penthouse de Nathan avait complètement changé. L'appartement autrefois minimaliste et impersonnel montrait maintenant des signes évidents de vie de famille. Des jouets éparpillés dans le salon, des dessins d'enfants scotchés au réfrigérateur, des photos encadrées sur les tables, Nathan avec les enfants au parc, au zoo, pendant leur premier Noël ensemble. La routine quotidienne avait également changé.
Nathan commençait désormais chaque journée en préparant le petit déjeuner pendant que Sadie aidait les garçons à s'habiller. Les après-midi étaient consacrés aux visites au parc, les soirées au bain, aux histoires et aux berceuses. Les réunions importantes étaient programmées pendant les heures d'école de Sadie, et les appels vidéo avaient lieu une fois les enfants endormis. Pour beaucoup, il était difficile de reconnaître l'homme souriant poussant des poussettes dans le parc comme le milliardaire impitoyable des salles de conseil. Mais pour Nathan, la transformation avait un sens parfait. C'était comme si, pendant des années, il n'avait vécu qu'une fraction de sa vie ou la partie consacrée au succès professionnel, tandis que le reste gisait en sommeil, attendant d'être réveillé par les 3 enfants qu'il appelait maintenant les siens. La garde provisoire était sur le point de devenir permanente. L'assistante sociale qui effrayait autrefois Sadie venait maintenant régulièrement en visite, impressionnée par les progrès de la famille. Les avocats de Nathan étaient confiants que, compte tenu de l'absence prolongée de la mère et de la stabilité émotionnelle et matérielle qu'il offrait, l'adoption n'était plus qu'une formalité. Tout semblait se mettre parfaitement en place. Pourtant, quelque chose taraudait encore Nathan aux heures calmes de la nuit. Une pièce cruciale manquait. Une vieille blessure qui, malgré toutes les joies récentes, palpitait encore douloureusement. Dylan. Son premier-né. Le fils qu'il n'avait pas vu grandir. Un samedi matin, pendant que les enfants jouaient sous la surveillance de la nounou, Nathan s'enferma dans son bureau. Sur le bureau, une feuille de papier vierge et le stylo-plume que son père lui avait offert à sa remise de diplôme. Il ne l'utilisait jamais pour les affaires, seulement pour les questions les plus personnelles. Il prit une profonde inspiration et commença à écrire. « Lorraine, j'espère que cette lettre te trouvera bien. Je sais que ça fait longtemps. Je sais que tu ne veux peut-être pas avoir de mes nouvelles. Tu en as tout à fait le droit. Je n'écris pas pour demander pardon ou pour ouvrir de vieilles blessures. J'écris parce que quelque chose d'extraordinaire s'est produit dans ma vie. Quelque chose qui a tout changé. Et j'ai senti que toi et Dylan devriez le savoir. Il y a 6 mois, j'ai trouvé 3 enfants abandonnés dans un parc. Une fille et 2 bébés, ses petits frères. Ils étaient seuls, affamés, terrifiés. Je n'ai rien planifié, rien calculé. Je les ai juste ramenés à la maison et j'ai décidé de les garder. Ils sont maintenant mes enfants, bientôt légalement. Mais dans mon cœur, ils le sont déjà. À travers eux, Lorraine, j'ai réalisé tout ce que j'ai perdu. Tout ce que j'ai jeté quand j'ai choisi le travail plutôt que notre famille. Chaque fois que je refuse une réunion pour regarder Sadie réciter un poème à l'école, je me souviens des pièces de théâtre de Dylan que j'ai manquées. Chaque fois que je me réveille la nuit pour apaiser Luc d'un cauchemar, je pense à combien de nuits Dylan a pu avoir besoin de moi et je n'étais pas là. Je ne demande pas ta sympathie. Je partage juste une vérité que j'ai mis trop de temps à apprendre. Aucun succès professionnel ne vaut de manquer l'enfance de son enfant. Je sais que Dylan doit être un jeune adulte maintenant. Peut-être à l'université, peut-être déjà au travail. Je ne sais rien de l'homme que mon garçon est devenu, et c'est mon plus grand regret. Je ne m'attends pas à ce qu'il me pardonne. Je ne m'attends pas à rattraper les années perdues. Mais si un jour, Dylan veut me parler, je suis là vraiment. Pas l'homme que j'étais, toujours occupé, toujours distant, mais quelqu'un qui comprend enfin ce qui compte. Je joins quelques photos de ma nouvelle famille. Si jamais vous voulez les rencontrer, vous seriez les bienvenus. Avec attention et respect, Nathan. Il relut la lettre plusieurs fois, peaufinant un mot ici, une phrase là. Ce n'était pas un contrat d'1 milliard de dollars. C'était plus important que ça. Quand il fut enfin satisfait, il la plaça dans une enveloppe avec quelques photographies. Les enfants au parc. Ben faisant ses premiers pas. Luc riant en essayant de se nourrir seul et se couvrant de nourriture. Sadie tenant fièrement son premier bulletin scolaire. Il écrivit l'adresse soigneusement, la dernière qu'il avait pour Lorraine, une banlieue tranquille du Connecticut. Il ne savait même pas si elle y vivait encore. Peut-être que la lettre n'arriverait pas. Peut-être serait-elle jetée sans être lue. Mais il devait essayer. En scellant l'enveloppe, il entendit le rire de Sadie dans l'autre pièce, suivi du babillage excité des bébés. Il sourit, sentant cette vague d'affection désormais familière qui le submergeait chaque fois qu'il pensait à ses enfants tous, y compris Dylan. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville en contrebas. Pendant si longtemps, il avait cru que le succès signifiait construire des empires, amasser des fortunes, conquérir des marchés. Maintenant, il savait que le vrai succès était autre chose, trouvé dans les petits moments, dans les petites mains tenant la sienne, dans les sourires qu'il accueillait à la fin de la journée. « Papa » appela la voix de Sadie depuis l'autre pièce. « Ben remarche. Viens voir. »
J'arrive, répondit-il en glissant la lettre dans la poche de sa veste pour la poster plus tard. Avant de quitter le bureau, il jeta un dernier coup d'œil à la photo de Dylan sur son bureau, la seule qu'il avait gardée toutes ces années. À côté, maintenant, se trouvait le dessin de Sadie. Il disait « La famille Cole ». Peut-être qu'un jour, pensa-t-il, cette famille pourrait être complète. 3 semaines passèrent sans réponse à sa lettre. Nathan essaya de ne pas trop espérer. Après tout, cela faisait des années. Lorraine avait peut-être déménagé. Dylan ne voulait peut-être pas de contact. La vie continuait, et il avait maintenant 3 enfants qui avaient besoin de son attention et de son amour. La nouvelle routine de la famille Cole était fermement établie. Sadie était en 3e année dans une bonne école voisine où elle s'était rapidement fait des amis. Ben et Luc allaient dans un programme de garde d'enfants à mi-temps, donnant à Nathan quelques heures pour travailler dans son bureau à domicile. Ce jeudi après-midi, Nathan examinait quelques contrats pendant que les bébés faisaient la sieste après le déjeuner. Sadie rentrerait de l'école dans 1 heure, conduite par le chauffeur que Nathan avait engagé juste pour elle. Il prévoyait d'emmener les enfants au planétarium ce week-end, dans le cadre de ses efforts pour leur offrir des expériences amusantes et éducatives. L'interphone le tira de ses pensées. « Monsieur Cole, dit la voix du portier. Il y a un jeune homme ici qui demande à vous voir. Il dit qu'il est votre fils. » Nathan sentit son cœur s'arrêter. « Quel est son nom ?» demanda-t-il, la voix soudainement rauque. « Dylan Cole, monsieur. » Un bourdonnement emplit les oreilles de Nathan. La pièce sembla tourner. Dylan. Son fils. Ici, après toutes ces années. Faites-le monter, Thomas, s'il vous plaît. Nathan raccrocha et se tint au milieu de la pièce, ne sachant que faire. Devait-il attendre près de la porte? S'asseoir nonchalamment sur le canapé? Que dirait-il? Comment devait-il agir? Avant qu'il ne puisse décider, la sonnette retentit. Il prit une profonde inspiration, se dirigea vers la porte, l'ouvrit. Il était là. Dylan. Le fils qu'il n'avait pas vu depuis 8 ans. Il n'était plus le garçon de 14 ans dont Nathan se souvenait. C'était un jeune homme maintenant, grand, large d'épaules, avec la mâchoire déterminée de sa mère, mais les yeux étaient indéniablement ceux de Nathan. Bleus intenses, observateurs. Dylan. Fut tout ce que Nathan put dire. Le jeune homme ne sourit pas, mais il ne montra pas non plus d'hostilité. Il y avait de la prudence dans ses yeux, une attente contenue. « Puis-je entrer » demanda-t-il simplement. « Bien sûr, s'il te plaît. » Nathan s'écarta, luttant pour contrôler le tremblement de ses mains. « Hé, c'est bon de te voir. » Dylan entra, jetant un coup d'œil autour de lui. L'appartement avait considérablement changé depuis sa dernière visite. Les œuvres d'art coûteuses avaient été remplacées par des dessins d'enfants encadrés. Il y avait des caisses de jouets, des piles de livres d'histoire sur la table basse, un tapis doux avec des imprimés d'animaux sur le sol. L'endroit a l'air différent, commenta Dylan en s'arrêtant au milieu du salon. Tout est différent, approuva Nathan. Voudrais-tu t'asseoir? Je peux faire du café ou? Je vais bien, merci. Le silence s'installa entre eux, lourd de 8 ans d'absence et de mots non dits. J'ai reçu ta lettre, dit enfin Dylan. Maman me l'a transmise. Est-ce qu'elle va bien? Elle va bien. Remariée depuis 3 ans. Marc est un homme bien. Nathan hocha la tête, ressentant une pointe de tristesse mais aussi un soulagement sincère que Lorraine ait tourné la page. « Et toi » demanda-t-il. « Tu es à l'université où ?»« J'ai obtenu mon diplôme l'année dernière. »« Columbia. Commerce et économie. » Un petit sourire involontaire apparut sur le visage de Nathan. « Comme ton vieux ?»« Pas exactement » dit Dylan avec une pointe de froideur dans la voix. « Je travaille dans les investissements durables. » Des entreprises qui ont un impact social et environnemental positif. « C'est admirable » répondit Nathan, sincèrement impressionné. Autre silence. Dylan semblait rassembler ses pensées, décidant comment procéder. « Alors » dit-il enfin, indiquant les environs. « Tu as des enfants maintenant ?»« Oui » répondit Nathan, sentant une vague d'émotion à la pensée de « 3. Comme je l'ai expliqué dans la lettre. »« Les as-tu adoptés légalement ?» Nous finalisons le processus. Mais oui, à toutes fins utiles, ce sont mes enfants. Dylan hocha lentement la tête, assimilant l'information. Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes, admit Nathan. Après tout ce temps, je pensais. Je ne m'attendais pas à venir non plus, interrompit Dylan. J'ai gardé ta lettre pendant des jours, ne sachant pas quoi faire.
Une partie de moi voulait la jeter sans la lire. Une partie de moi était curieuse. Je comprends, murmura Nathan. Puis les photos sont tombées de l'enveloppe, continua Dylan. J'ai vu ces enfants. Je t'ai vu avec eux. C'était juste étrange. Nathan attendit, laissant à son fils l'espace de s'exprimer. Pendant des années, continua Dylan, la voix plus assurée maintenant, je me suis raconté la même histoire. Tu ne savais pas comment être père. Tu n'avais pas ça en toi. Les affaires seraient toujours ta seule passion. Chaque mot frappait Nathan comme une flèche précise, mais il savait qu'il méritait chacun d'eux. Puis j'ai vu ces photos, dit Dylan. Toi par terre, jouant avec des bébés. Toi à une présentation scolaire, souriant comme un idiot. Toutes les choses que tu n'as jamais faites avec moi. La douleur dans la voix de Dylan était tangible. Et Nathan sentit des larmes lui piquer les yeux. Je ne sais pas quoi dire, Dylan, sauf que je suis désolé. Profondément désolé. Tu méritais un meilleur père que moi. Avant que Dylan ne puisse répondre, le bruit de petits pas l'interrompit. Ben apparut du couloir, tout juste réveillé de sa sieste, encore en pyjama. Il s'arrêta brusquement en voyant un étranger dans le salon, les yeux écarquillés. « Da » demanda-t-il, confus. Nathan regarda de Ben à Dylan, momentanément figé entre deux mondes. « Tout va bien, Ben » dit-il finalement en s'approchant et en prenant le petit dans ses bras. « Voici Dylan. Ton grand frère. » Ben étudia Dylan curieusement, puis sourit timidement et cacha son visage contre l'épaule de Nathan. Dylan observa la scène avec une expression difficile à lire. Peut-être de la surprise, peut-être une douleur renouvelée, peut-être quelque chose de plus complexe. « Luc dort encore ?» demanda Nathan doucement au garçon dans ses bras, essayant de garder la situation aussi normale que possible. Ben hocha la tête, se frottant les yeux endormis. « Tu veux regarder un peu la télé pendant qu'il se réveille ? Juste un petit peu ? D'accord ?» Ben hocha la tête avec enthousiasme et Nathan le porta sur le canapé, allumant une chaîne pour enfants avec le volume bas. Quand il retourna vers Dylan, son fils l'observait attentivement. « Tu as vraiment changé » murmura Dylan. Le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait les interrompit à nouveau. Sadie entra, portant son sac à dos d'école et discutant joyeusement avec quelqu'un derrière elle. Le chauffeur, supposa Nathan. « Papa, Madame Miller a dit qu'on pouvait aller au musée des sciences samedi. » Et Sadie s'arrêta en remarquant le visiteur. « Oh, désolé, je ne savais pas qu'on avait de la visite. »« Ce n'est pas grave, Sadie, » dit Nathan en lui faisant signe de s'approcher. « J'aimerais te présenter quelqu'un de très spécial. Voici Dylan, mon fils. » Les yeux de Sadie s'écarquillèrent. Elle regarda de Dylan à Nathan et vice-versa, puis s'approcha lentement du jeune homme. « Tu es le Dylan de la photo ?» demanda-t-elle. « Celle sur le bureau de papa ?» Dylan parut surpris. « Il garde une photo de moi dans son bureau ?» « Oui » confirma Sadie. Quand j'ai demandé qui c'était, il est devenu triste. Il a dit que c'était toi, son premier fils, et que tu lui manquais beaucoup. Quelque chose vacilla sur le visage de Dylan, un adoucissement momentané de son expression gardée. « Je suis Sadie » continua la jeune fille en tendant formellement la main. « Enchanté de faire ta connaissance. » Dylan la serra, un sourire réticent étirant ses lèvres. « Enchanté aussi, Sadie. »« Tu restes dîner ?» demanda-t-elle, toujours pratique. « Je peux aider à mettre la table. » Dylan hésita, le sourire disparaissant. « Je ne peux pas rester longtemps. Je suis juste venu voir. » La déception de Sadie était évidente, mais elle se reprit rapidement. « Peut-être une autre fois ?» demanda-t-elle, pleine d'espoir. Dylan ne répondit pas directement. Il regardait juste Nathan avec une expression compliquée. « Pourquoi n'irais-tu pas voir Luc ?» suggéra Nathan à Sadie, sentant que Dylan voulait peut-être de l'intimité. « Et voir si Ben va bien avec la télé. » Elle hocha la tête, comprenant le message tacite. « C'était vraiment sympa de te rencontrer, Dylan, » dit-elle avant de partir. « J'espère que tu reviendras bientôt. » Quand elle fut partie, le silence revint entre père et fils. « Elle a l'air d'une fille formidable » commenta finalement Dylan. « Elle l'est » approuva Nathan. « Ils le sont tous. Ils ont changé ma vie. » Dylan se dirigea vers la fenêtre, la posture rigide, comme s'il retenait une tempête d'émotions. « Pendant longtemps, dit-il sans se retourner, j'étais en colère. Vraiment en colère. J'ai essayé de te détester. Ça aurait été plus facile. » Nathan resta silencieux, écoutant simplement. « Mais ensuite j'ai grandi, et j'ai réalisé que ce n'était pas de la haine. C'était de la peine.
de la déception. Dylan se tourna enfin pour faire face à son père. Parce que je t'aimais et tu n'étais pas là. L'intensité de ces mots frappa Nathan comme un raz-de-marée. Dylan, je ne suis pas venu pour des excuses, coupa Dylan. Je suis venu parce que j'avais besoin de voir de mes propres yeux, de confirmer si ce que ces photos montraient était réel. Et ça l'est ? Demanda Nathan, la voix à peine au-dessus d'un murmure. Dylan jeta un coup d'œil vers la zone où Sadie avait emmené Ben, où Luke devait probablement s'agiter. Puis il regarda de nouveau Nathan. « Je vois ce que tu as fait pour eux », dit-il lentement, les mots pesaient de sens. « Et pour la première fois, je me suis senti fier de toi. » Nathan sentit ces mots comme une vague d'émotion écrasante. Fier. Son fils était fier de lui. De toutes les réalisations de sa vie, rien ne semblait aussi important que cela. Dylan prit une profonde inspiration, observant son père un moment. Puis il ajouta doucement, « Je ne sais pas si je peux tout oublier. Mais je vois que tu essaies. Ça signifie beaucoup. Ne disparais plus, c'est tout. » Nathan, les yeux pleins de larmes, répondit, « Je ne disparaîtrai pas. Je suis là. Pour de vrai. Pour toi. Pour moi. » Un moment de compréhension silencieuse passa entre eux. Pas une résolution complète, pas un pardon total, mais un début. Une porte qui, après des années, s'entr'ouvrait juste un peu. Dylan jeta un coup d'œil à sa montre. « Je dois y aller. » « Déjà ?» demanda Nathan, incapable de cacher sa déception. « Tu ne veux pas rencontrer Luke ou rester un peu plus longtemps ?»« Pas aujourd'hui, » dit Dylan en attrapant la veste qu'il avait laissée sur une chaise. « J'ai besoin de digérer tout ça. » Nathan hocha la tête, essayant de ne pas montrer à quel point ce départ rapide le blessait. « Je comprends. » Ils marchèrent ensemble vers la porte en silence. Avant de partir, Dylan s'arrêta. « Ça ne veut pas dire ?» commença-t-il, cherchant les mots justes. « Je ne promets rien. Je ne sais pas si on peut réparer ce qui a été brisé. »« Je sais, » répondit Nathan. « Juste le fait que tu sois venu signifie énormément pour moi. » Dylan hocha la tête, un geste bref et tendu. « Ils ont l'air de super gamins, » dit-il en regardant vers l'endroit où se trouvaient Sadie et les petits. « Tu fais du bon travail avec eux. »« J'essaie. Continue comme ça. » Et sur ces mots, Dylan sortit, fermant doucement la porte derrière lui. Il n'y eut pas d'étreinte, pas de promesse de retour. Juste cette reconnaissance, tu fais du bon travail avec eux. Cela signifiait plus pour Nathan que n'importe quel prix d'entreprise ne l'avait jamais fait. Il resta là, fixant la porte fermée, ressentant un tourbillon d'émotions. Tristesse de la brièveté de la rencontre. Douleur pour les blessures encore ouvertes. Mais aussi, un fil d'espoir fragile et ténu. « Il est parti ?» demanda la voix de Sadie derrière lui. Nathan se retourna pour la voir, portant Luke, avec Ben s'accrochant à sa jambe. « Oui » dit-il doucement. « Il devait partir. »« Est-ce qu'il revient ?» demanda-t-elle. Nathan regarda la porte une fois de plus, puis les visages expectatifs de ses plus jeunes enfants. « Je ne sais pas, Sadie. Je l'espère. Mais c'est son choix. » Il avait l'air triste, observa-t-elle avec la perspicacité d'une enfant qui avait enduré des épreuves. « Je pense qu'il est confus, » expliqua Nathan en tendant la main pour prendre Luke. « Parfois, les adultes mettent plus de temps que les enfants à comprendre leurs sentiments. »« Comme toi qui as mis du temps à comprendre que tu voulais être notre papa ?» demanda Sadie. Nathan sourit, touché par sa question simple mais profonde. « Exactement, » dit-il. « Mais quand je l'ai réalisé, c'était la meilleure découverte de ma vie. » Sadie sourit, satisfaite de sa réponse. « Alors il comprendra aussi. »« Peut-être, » dit Nathan, ne voulant pas susciter de faux espoirs. « En attendant, que diriez-vous de faire ce gâteau au chocolat que vous aimez tant ?» Les enfants applaudirent à la suggestion, et bientôt la cuisine fut remplie de rires et de farine volante. Mais pendant qu'il aidait Ben à remuer la pâte et regardait Sadie montrer à Luke comment aider, l'image de Dylan restait fraîche dans l'esprit de Nathan. Son fils aîné était parti sans promettre de revenir. Mais il était venu, après 8 ans. Il avait fait le premier pas, et pour l'instant, cela devrait suffire. 6 autres mois s'étaient écoulés depuis la visite de Dylan. Pendant ce temps, beaucoup de choses avaient changé. L'adoption des enfants était enfin devenue officielle, après un processus qui avait exigé toute la persévérance et les ressources de Nathan. Sadie, Ben et Luke étaient officiellement des Cole. Leur nom complet, Sadie Elizabeth Cole, Benjamin Thomas Cole et Lucas Andrew Cole, choisis avec soin, préservant leurs identités précédentes tout en symbolisant un nouveau départ.
La routine de la famille était fermement établie, équilibrant le travail de Nathan où il déléguait beaucoup plus de responsabilités et voyageait rarement, avec la vie scolaire de Sadie et la garderie des garçons. Le conseil d'administration de l'entreprise, initialement sceptique quant au nouveau style de vie du PDG, avait fini par l'accepter en réalisant qu'ironiquement, Nathan était devenu encore plus efficace dans ses décisions, plus concentré, plus décisif, plus humain dans son leadership. Au cours de ces mois, Dylan avait appelé quelques fois. Des conversations brèves et prudentes qui devinrent progressivement plus fréquentes. Il avait envoyé des cadeaux pour l'anniversaire de Sadie, un ensemble de livres d'astronomie qu'elle adorait. Il était également venu en visite 2 fois de plus. Des visites courtes, encore marquées par une distance émotionnelle, mais sans l'attention palpable de cette première rencontre. Ce samedi matin particulier, Nathan préparait des crêpes dans la cuisine pendant que les enfants regardaient des dessins animés dans le salon. C'était presque devenu un rituel du week-end. Crêpes en forme d'animaux, fruits coupés en étoiles et en cœur, jus d'orange fraîchement pressé ou de petits luxes simples qu'il n'aurait jamais imaginé pouvoir le rendre si heureux. La cuisine, autrefois immaculée et pratiquement inutilisée, arborait maintenant des dessins épinglés au réfrigérateur, des ustensiles colorés achetés spécialement pour les enfants et de minuscules empreintes de mains maculées sur les placards inférieurs. Nathan s'en fichait. Bien au contraire. Chaque signe de la présence des enfants le remplissait d'une satisfaction profonde qu'aucun accord commercial ne lui avait jamais procuré. Les enfants, le petit déjeuner est prêt, aplatait-il en plaçant la dernière crêpe en forme d'éléphant sur l'assiette. Sadie arriva la première, guidant ses jeunes frères par la main. Ben, maintenant âgé de 2 ans et demi, marchait avec assurance, tandis que Luc, presque 2 ans, avait encore la démarche instable et enthousiaste des nouveaux marcheurs. « Regarde Ben. Cette crêpe ressemble à un éléphant. » dit Sadie en l'aidant à s'installer dans son rehausseur. « Fante, » répéta Ben en applaudissant. Nathan sourit en les regardant interagir. C'était incroyable de voir comment Sadie, à seulement 8 ans, endossait naturellement un rôle protecteur de grande sœur. Elle avait encore des flashbacks occasionnels, des cauchemars, des moments d'anxiété si l'un de ses frères pleurait trop longtemps, mais elle s'épanouissait généralement, se transformant en une enfant joyeuse, intelligente et confiante. L'école avait été un défi au début. Sadie n'avait jamais suivi de cours formels et son adaptation fut progressive. Les premières semaines, Nathan recevait des appels presque quotidiens du conseiller scolaire signalant des épisodes de pleurs ou des moments où Sadie refusait de se séparer de ses affaires, les serrant dans son sac à dos, un comportement que le psychologue jugeait courant chez les enfants ayant connu des privations. Alors qu'il aidait Luc à s'asseoir, le téléphone sonna. « Sadie, peux-tu commencer à servir les garçons ? Je reviens tout de suite. » Elle hocha la tête, prenant les choses en main avec compétence. « Allô ?» répondit Nathan. « Nathan, c'est Lorraine. » Il faillit laisser tomber le téléphone. Lorraine. Son ex-femme. La mère de Dylan. Ils ne s'étaient pas parlé directement depuis des années. Le peu de communication qui existait s'était fait par avocats interposés, plus récemment, par Dylan lui-même. Lorraine. Salut. Comment ? C'est bon d'entendre ta voix. Un bref silence. Dylan m'a parlé des enfants, dit-elle enfin. De la façon dont tu as changé. Oui, confirma-t-il, ne sachant comment répondre autrement. Comment résumer en mots la profonde transformation des derniers mois ? Je suis en ville, continua Lorraine. Je rends visite à ma sœur. Dylan a suggéré que je passe les rencontrer. Le cœur de Nathan battait la chamade. Dylan l'avait suggéré. Cela signifiait plus que n'importe quelle déclaration directe ne l'aurait jamais fait. Bien sûr. Quand voudrais-tu venir ? En fait, je t'appelle du hall de ton immeuble. Pendant un moment, Nathan ne put parler, abasourdi. Nathan ? La voix de Lorraine semblait incertaine. Si ce n'est pas le bon moment. Non, non, dit-il rapidement. S'il te plaît, monte. Nous prenons le petit déjeuner. Il y a plein de crêpes. Il raccrocha, essayant de digérer la situation. Lorraine. Ici maintenant. La femme qu'il avait autrefois aimée, qu'il avait profondément blessée par son absence. La mère de Dylan. Quelqu'un qui connaissait l'ancien Nathan, pas l'homme qu'il était devenu. C'était qui, papa ? demanda Sadie quand il retourna à la cuisine. C'était la mère de Dylan. Mon ex-femme. Elle vient nous rendre visite. Les yeux de Sadie s'écarquillèrent. La dame de la photo de mariage dans ton bureau ? C'est elle. Elle est jolie, remarqua Sadie pensivement. Elle reste pour le petit déjeuner ?
Je pense que oui, répondit Nathan, remarquant avec quelle facilité Sadie acceptait la situation. Il nous faudra une autre place à table. Quand la sonnette retentit quelques minutes plus tard, Nathan ressentit une nervosité qu'il n'avait pas éprouvée depuis son adolescence. Il lissa son t-shirt, passa une main dans ses cheveux et ouvrit la porte. Lorraine avait l'air aussi élégante qu'il s'en souvenait, les cheveux blonds maintenant plus courts, quelques rides autour des yeux, mais le même regard direct et intelligent. « Salut, dit-elle. »« Salut, répondit-il. »« Entre, s'il te plaît. » Lorraine entra, observant l'appartement avec curiosité. « C'est différent, commenta-t-elle. »« Tout l'est, dit Nathan. » Il la conduisit à la cuisine, où les enfants terminaient encore leur petit déjeuner. « Les enfants, dit-il. Voici Lorraine, la maman de Dylan. » Sadie se leva immédiatement et lui tendit la main. « Bonjour Madame Lorraine. Je suis Sadie. Voici mes frères, Ben et Luc. » Lorraine sourit en serrant la main de Sadie. « Enchantée de te rencontrer, Sadie. Dylan m'a beaucoup parlé de toi. »« Vraiment ?» Les yeux de Sadie s'illuminèrent. « Il t'a parlé de mes livres d'astronomie ? Je lis sur Jupiter. Elle a 79 lunes connues et la grande tache rouge est une tempête géante qui dure depuis plus de 300 ans. » Lorraine rit, sincèrement charmée par l'enthousiasme de la jeune fille. « Oui, il a mentionné ta passion pour les étoiles et les planètes. Il a dit que tu étais très intelligente. » Sadie rougit de plaisir. Lui aussi. Il m'a montré comment fonctionne un télescope la dernière fois qu'il est venu. Il a dit qu'il m'emmènerait au planétarium un jour. Lorraine lança un regard à Nathan, un mélange de surprise et d'une pointe d'approbation. Dylan avait parlé d'emmener Sadie au planétarium. Cela signifiait qu'il planifiait des visites futures, une implication plus profonde avec la famille. « Voudrais-tu te joindre à nous ?» proposa Nathan en tirant une chaise. Le reste du petit déjeuner se passa de manière étonnamment paisible. Lorraine discuta avec Sadie d'astronomie, aida Luc à ne pas renverser son jus et rit quand Ben essaya d'attirer son attention en lançant des morceaux de banane. Après le repas, pendant que les enfants allaient jouer dans le salon, Lorraine et Nathan restèrent à table dans un silence chargé. « Ils sont adorables, dit finalement Lorraine. « Ils sont incroyables, approuva Nathan. Ils ont changé ma vie. » C'est ce qu'il semble. Nathan rassembla son courage. « Lorraine, à propos du passé. Je suis désolé. Pour tout. Pour ne pas avoir été le père que Dylan méritait. Le mari que tu méritais. » Elle hocha lentement la tête. « Ça a pris très longtemps, Nathan. Je sais. Mais il n'est jamais trop tard pour changer, pour réparer ce qui peut l'être. » Elle fit une pause, choisissant ses mots. « Dylan essaie. Il ne l'admettra pas, mais ta lettre, ses photos, ça l'a touché. Il veut croire que tu as vraiment changé. » L'espoir fleurit dans la poitrine de Nathan. « Il représente tout pour moi, il l'a toujours fait, même quand je ne pouvais pas le montrer. » La sonnette retentit de nouveau, les interrompant. « Tu attends quelqu'un d'autre ?» demanda Lorraine. « Non, répondit Nathan en se levant. Quand il ouvrit la porte, il sentit son souffle se couper. Dylan se tenait là, tenant un paquet. « Salut, dit-il, l'air aussi surpris que Nathan. Maman m'a dit qu'elle passait, alors j'ai pensé que je... Mais si ce n'est pas le bon moment. »« Non, non, dit Nathan rapidement. Entre. Ta mère est là. On vient de finir le petit déjeuner. » Dylan entra, jetant un coup d'œil autour de lui, cherchant apparemment quelque chose. « Les enfants sont dans le salon, » expliqua Nathan, comprenant sa question silencieuse. Ils avaient à peine atteint l'entrée du salon quand Sadie repéra Dylan et courut vers lui. « Dylan, tu es venu » s'exclama-t-elle en s'arrêtant à un pas. « As-tu apporté d'autres livres ?» Il sourit, un sourire honnête, sans l'attention habituelle. « Pas aujourd'hui, étoile. Mais j'ai apporté autre chose. » Il lui tendit le paquet. « Pour vous tous. » Sadie l'ouvrit soigneusement, révélant un jeu de société familier. « Le Monopoly » s'écria-t-elle. « Comme celui auquel tu disais jouer quand tu étais enfant. »« J'ai pensé qu'on pourrait jouer ensemble » suggéra Dylan. « Toi et moi contre, eh bien, le reste de la famille. » Le mot « famille » resta en suspens un instant, lourd de sens. « Papa » cria soudain Ben, courant vers Nathan et enlaçant ses jambes. Tout le monde se tourna pour regarder le bambin. C'était la première fois qu'il appelait Nathan « papa ». Jusque-là, c'était « da » ou simplement « p ». « Papa » répéta Luc en imitant son frère et courant aussi pour serrer les jambes de Nathan. Nathan sentit une boule dans sa gorge.
Il s'agenouilla, les embrassant tous les deux, essayant de retenir ses larmes. Quand il leva les yeux, il vit Sadie qui regardait, un doux sourire aux lèvres. « On va jouer, papa ?» Elle ne l'avait jamais appelé comme ça auparavant. Toujours Nathan, parfois Dad, mais jamais ce « papa » affectueux et intime. Cela signifiait tellement plus. Nathan regarda Sadie, voyant la certitude, la confiance et l'appartenance dans ses yeux. « Oui, ma chérie », répondit-il, la voix tremblante. Dylan observait, un léger sourire aux lèvres. Lorraine, debout à côté de lui, avait des larmes dans les yeux qu'elle essayait de cacher. La matinée se transforma en après-midi alors qu'ils jouaient. Lorraine et Nathan faisaient office de banque tandis que Dylan et Sadie formaient une équipe imparable contre Ben, avec une aide constante et Luc, qui était heureux d'empiler de l'argent coloré et de renverser de petits hôtels en plastique. À un moment donné, alors que Sadie se levait pour chercher du jus pour tout le monde, Lorraine se rapprocha de Nathan. « Je n'aurais jamais pensé voir ça, » murmura-t-elle. « Dylan et toi dans la même pièce. Pas de tension, pas de blessure évidente. »« Moi non plus, » admit Nathan. « Les enfants sont le pont, n'est-ce pas ? Surtout Sadie. » Nathan hocha la tête. Elle a un don avec les gens. Une sagesse qui dément son âge. Probablement à cause de ce qu'elle a vécu. Lorraine regarda la jeune fille revenir avec des tasses soigneusement équilibrées. « Elle me rappelle quelqu'un, » remarqua-t-elle. « Qui ? » Dylan, quand il était petit. Avant que les choses ne changent. L'observation frappa Nathan comme une révélation. C'était vrai. La même détermination, la même intelligence vive, la même sensibilité. Père et fille, bien que non liés par le sang, partageaient quelque chose de plus profond. Des heures plus tard, après des parties animées de Monopoly, de pop-corn et de rire, les enfants étaient enfin épuisés. Ben s'endormit sur le canapé et Luc devint grognon, signe certain qu'il était fatigué. Lorraine prit congé, promettant de revenir un autre jour. À la surprise de Nathan, elle lui fit une brève étreinte avant de partir. « Tu as fait du bon travail, Nathan, » murmura-t-elle. « Avec eux tous. Je suis fière de toi. » L'éloge inattendu réchauffa son cœur. De toutes les personnes, Lorraine savait exactement à quel point il avait changé. Sa reconnaissance signifiait plus que tout autre. Étonnamment, Dylan resta derrière. « Je vais aider à coucher les enfants, » proposa-t-il. Ensemble, père et fils travaillèrent en équipe. Dylan porta un Ben endormi dans la chambre pendant que Nathan s'occupait d'un Luc grincheux. Sadie suivait, aidant avec les pyjamas et les brosses à dents, bien rodée à la routine du coucher de ses frères. Quand les petits furent enfin endormis, Sadie demanda à Dylan de lui lire une histoire aussi. Il accepta aussitôt, s'asseyant sur le bord de son lit. Nathan observait depuis l'embrasure de la porte pendant que Dylan lisait Le Petit Prince, utilisant différentes voix pour chaque personnage, s'arrêtant pour que Sadie puisse poser des questions ou commenter. À la fin, elle pouvait à peine garder les yeux ouverts. « Bonne nuit, étoile », murmura Dylan en l'abordant. « Bonne nuit », murmura-t-elle d'une voix endormie. « Tu reviendras, hein ? » ?»« Je reviendrai, promis-il. »« Plus souvent, promis. » Satisfaite, elle ferma les yeux. Dylan s'attarda un moment, la regardant s'endormir, puis rejoignit Nathan dans le couloir. Alors qu'il retournait au salon, le silence entre eux semblait confortable, pas tendu. « Tu es vraiment doué avec eux », commenta Nathan. Dylan haussa les épaules. « C'est facile. Ce sont des gamins formidables. »« Ils le sont », approuva Nathan. « Sadie t'adore. » Dylan s'assit sur le canapé, soudain sérieux. « J'ai beaucoup réfléchi depuis ta lettre. À nous. À ce qui s'est passé. À tout. » Nathan s'assit dans le fauteuil en face de lui, laissant de l'espace pour continuer. « Ce n'était pas facile de venir ici, » avoua Dylan. « La première fois, j'étais prêt à voir le même homme, à confirmer que rien n'avait changé, que tu étais toujours le même bourreau de travail que j'avais toujours connu. » Nathan n'interrompit pas, bien que chaque mot le blesse un peu. « Puis je t'ai vu avec eux. Comment tu écoutes Sadie quand elle parle, mais écoute vraiment. Comment tu es patient avec les garçons. C'était comme voir un étranger. Un étranger que j'aurais aimé connaître quand j'étais enfant. » Dylan se leva, agité, et erra de nouveau vers la fenêtre. Le même endroit qu'ils avaient partagé lors de sa première visite. Nathan le rejoignit, côte à côte. Dans le reflet, il était clair à quel point ils se ressemblaient. Même profil, mêmes yeux, même posture. Ils restèrent silencieux un long moment, contemplant la ville. Puis, sans prévenir, Dylan se retourna et serra son père dans ses bras, une étreinte forte, désespérée,
qui contenait des années d'absence et de douleur, mais aussi d'espoir et de pardon. Nathan le serra en retour avec la même intensité, incapable d'arrêter les larmes qui coulaient sur son visage. C'était comme si, dans cette étreinte, des années de distance se dissolvaient pas complètement, mais suffisamment pour qu'ils puissent voir un chemin à suivre. Quand ils se séparèrent enfin, Dylan regarda son père dans les yeux et dit « Je vois que tu as changé. Tu n'es pas le même homme. J'ai encore beaucoup de peine, mais si tu es vraiment là maintenant, peut-être que je pourrai surmonter ça. Sois juste patient avec moi. Papa. » Nathan retint ses sanglots. « J'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. Merci de me donner cette chance. » Dylan resta dîner, puis passa la nuit dans son ancienne chambre, maintenant convertie en chambre d'amis. Et le lendemain matin, à la surprise de Nathan, il suggéra qu'ils aillent tous au parc. « J'ai promis de montrer à Sadie comment plier un bateau en papier qui flotte vraiment, » expliqua-t-il. « On pourra le faire naviguer sur l'étang. » Ainsi, par un dimanche matin ensoleillé, ils allèrent tous les 5 au parc, le même parc où tout avait commencé, où Nathan avait trouvé Sadie et les bébés des mois auparavant. Mais maintenant, au lieu de la peur et du désespoir, il y avait du soleil, des rires, des couvertures sur l'herbe et de la glace fondue sur de petits doigts. Nathan observait d'une courte distance pendant que Dylan apprenait à Sadie à plier le papier spécial qu'il avait apporté. Le bateau prit forme entre ses petites mains, guidé par les doigts plus habiles de Dylan. Ben et Luke couraient en cercle autour d'eux, s'arrêtant parfois pour regarder les progrès avant de reprendre leurs explorations énergiques. Dylan se leva et prit la main de Sadie, souriant. « Allons-y, petite sœur. Voyons si notre bateau flotte. » Ils se dirigèrent vers le petit étang, les garçons suivant de près en poussant des cris excités. Nathan suivait à une légère distance, observant sans interférer. La scène devant lui était comme une peinture qu'il n'aurait jamais pensé voir. Ces 4 enfants, ensemble, connectés. Une famille qu'il n'avait jamais su qu'il pouvait avoir, une famille qu'il n'avait jamais su qu'il méritait. Nathan sentit quelque chose de nouveau et de définitif s'installer dans sa poitrine, un sentiment d'appartenance. Il regarda les 4 personnes qui composaient désormais son monde et dit, la voix tremblante d'émotion, « Mes enfants. Mes enfants. » Et ainsi, au milieu des rires, des petits pas et des sourires sincères, ils commencèrent un nouveau chapitre, une famille construite sur le choix de rester. Sa famille, non formée par le sang ou le hasard, mais par des décisions conscientes d'amour et de présence. Une famille que, de différentes manières, chacun d'eux avait choisi. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine.